J'ai eu une période où j'essayais de gagner ma vie avec Cook & Record, mais j'arrive pas à gagner ma vie avec. On m'envoyait beaucoup comme message. J'ai testé une de tes recettes, puis une deuxième, troisième, et après ils me disent maintenant j'utiliserai que les tiennes. Et donc je fais ce petit premier fascicule comme ça, et je me dis allez on va voir, j'espère en vendre 30, 50, ça serait bien et tout. En 3-4 mois, on en a vendu 3000. J'essaye le tout pour le tout à un moment donné, je poste une vidéo par jour. Et j'ai jamais depuis connu de moment où je me suis dit ah merde, j'arrive pas à payer mon loyer. Salut, c'est Armand et Max et tu es bien sur Rec, le podcast des créateurs de contenu. Après avoir bossé chez TikTok et Google, on est passé du côté des créateurs pour en décrypter l'écosystème. Tu t'apprêtes à écouter la conversation qu'on a eu la chance d'avoir avec Lorraine, qui est plus connue sous le nom de Cook & Record. Sur ses réseaux, elle cumule plus d'1 million d'abonnés avec qui elle partage sa passion pour la pâtisserie à travers des recettes irrésistibles. Dans cet épisode, Lorraine nous a tout raconté. Son enfance passée à dévorer les pâtisseries de son grand-père, le passage de son CAP après ses études, ses secrets pour entreprendre en couple avec son copain Gaëtan, et ses succès en tant qu'entrepreneuse puisque désormais elle vend des milliers de livres grâce au soutien sans faille de sa communauté. On remercie Lorraine qui s'est particulièrement bien prêtée à cet exercice et on espère que tu vas apprécier la conversation autant que nous. Bonne écoute à toi. Avant même de poser la première question, je voulais déjà dire un grand merci parce que tu nous accueilles chez toi, chez vous avec Gaëtan. On est super content d'être là. Et en plus, quel accueil. Des super moelleux au chocolat en face de nous, préparés par Lorraine de Cook & Record. Quand on a déjà mangé un hors caméra, on s'est régalé. Mais la première question que je voulais te poser, c'est d'où te vient cette passion pour la pâtisserie ? Alors, je pense que ma passion pour la pâtisserie vient de mes grands-parents, qui étaient boulangers et pâtissiers. Enfin, mon grand-père, du coup, l'était. Ma mamie, elle tenait le magasin. Et en fait, depuis que je suis toute petite, eh bien, j'ai grandi en fait à côté. C'est-à-dire que, à la base, pour vous refaire un peu l'histoire de ma vie, j'ai le temps parce que je suis très pipelette, je vais beaucoup parler, ok ? Donc on commence en 1900. Okay. On commence en 1900. Non. En fait, je suis née moi à Toulon parce que mon père était marin dans l'armée. Et quelques années après, ils sont remontés là où ils ont grandi, donc dans les Ardennes, et ils avaient pour projet de reprendre la boulangerie de mes grands-parents. Donc ils ont acheté la maison qui était complètement mitoyenne à cette boulangerie, en se disant, voilà, le temps de regarder comment ils font, etc. Au moins, on sera juste à côté. La finalité de l'histoire, c'est que c'est trop de travail et ils n'ont jamais repris la boulangerie. Mais du coup, ma chambre était séparée d'un mur avec le fournil de mon papy. Donc, incroyable. Quand mes parents allaient travailler le matin, ils me laissaient dans la maison, ce que personne fait normalement. Bon, j'étais pas un tout petit bébé encore, mais j'étais un petit enfant. Et du coup, j'avais un babyphone dans ma chambre et l'autre babyphone dans le fournil. Je savais qu'il était là et je disais « Papy, je suis réveillée !» Donc lui, il sortait, tu vois, il venait me chercher. Et puis, il me posait dans le fournil, il me donnait mon biberon, des pains au chocolat avec 3 barres dedans parce que du coup, c'est lui qui les faisait, donc j'avais le droit d'en avoir plus. Et voilà. Je savais aussi où étaient les bars, c'était incroyable. Et du coup, voilà, je pense que ça vient de là parce que c'était ma mamie qui allait nous chercher avec mon petit frère à l'école. Elle nous faisait à manger le midi. Le soir, elle allait nous récupérer, elle nous faisait le goûter. Donc, en fait, voilà, on a grandi avec mon petit frère dans cet univers de la pâtisserie, dans les caisses à œufs, dans les sacs de farine de je sais pas combien de kilos et tout. Et donc, je pense que petit à petit, voilà, j'ai commencé à tenir une poche à douille, à mettre le petit sapin sur une bûche de Noël. Et puis, de fil en aiguille, voilà, je pense que ça s'est développé. Et tout le monde pense que ça vient de là. Et je pense que ça vient de là. Voilà. T'es tombée dedans quand t'étais petite. Comme dans la marmite, quoi. Je suis tombée, carrément. C'est ça. Et donc, dès le début, t'es passée de consommatrice où ton grand-père t'a donné des pâtisseries, etc., à actrice. Tu t'es mis vite à cuisiner, toi aussi ? Ouais, c'est ça. Au début, avec ma mère, surtout, tu vois, des petits gâteaux au chocolat, des trucs comme ça. Et puis, en fait, très vite... Alors non, c'est pas ça la première chose que j'ai fait. C'est pas... Et mes parents, s'ils écoutent ça, ils seront très contents que je leur raconte. C'est que mes parents ont décelé, évidemment, que j'avais une petite attirance vers la pâtisserie. Et en fait, ils m'ont acheté une Barbie qui s'appelait Barbie Gâteau. À l'époque, voilà. Okay. Donc c'était une Barbie avec une petite toque, un tablier, un truc comme ça. Et puis t'avais une sorte de toute petite Maryse ou quelque chose comme ça, un petit fouet où si tu faisais comme ça faisait battre, voilà. Et la recette de Barbie, c'était tu prends du pain de mie et dessus tu mélanges du sucre glace avec de l'eau, tu tartines et ça fait un gâteau, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est ultra dégueulasse. Vraiment, c'est immonde. C'est spécial comme recette. C'est horrible. Mais, et du coup, j'en faisais plein. J'en faisais des assiettes et des assiettes. Et je disais à mes parents, tenez, c'est génial, mangez et tout. Et mes parents m'ont dit, voilà, ils
ils ont été obligés de se farcir ça, tu sais, je suis un enfant, donc il faut pas qu'on me décourage. Donc il faut, c'est bon, merci. Et moi, du coup, j'en refais encore et encore, tu vois. Et du coup, ils ont renommé cette Barbie, parce qu'en plus, j'arrivais en foot partout avec seulement 2 ingrédients. Ils l'appelaient Barbie Bouillasse. Et c'est resté, c'est vraiment Barbie Bouillasse. Dès que je loupe un truc, c'est du Barbie Bouillasse encore, tu vois. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et petit à petit, je me suis dit, je vais peut-être essayer de faire des trucs mangeables, voilà. Et progressivement, j'essayais, en fait, ma motivation, en tout cas, les petites étapes que je voulais franchir dans la pâtisserie, c'était toujours pour faire plaisir à mes proches, principalement mon père, qui était une grosse gueule à sucre, comme moi d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai su qu'il aimait bien étudier aux amandes, donc je me suis dit, tiens, c'est un gâteau qui est plat, mais en même temps, il faut qu'il soit courbé, comment on fait ça et tout. Et puis après, voilà, j'avançais petit à petit comme ça. Il y a eu une période où je faisais des caramels durs pour mes copines à l'école et je leur ramenais dans un petit tupperware et j'étais trop contente. Donc vraiment, toujours la motivation, c'était de faire plaisir aux autres. Et voilà, c'est vraiment comme ça en fait. La copine trop cool, quoi, qui te ramène des gâteaux le matin. Mais ces gâteaux-là, ça fait genre, je sais pas, 15 ans que je les fais. Tout mon entourage les connaît. Vraiment, c'est... J'en prends un deuxième. Bon, allez, c'est une petite pause. C'est cadeau. Et est-ce que depuis ton enfance, tu savais que tu voulais travailler là-dedans, en faire un métier ou... Non. En fait, tu sais, comme tout enfant qui a un peu une passion, tout le monde dit « Oh, elle va finir pâtissière. Oh, tu veux pas faire ça ?» Déjà, tout le monde, choisit un peu pour toi, tu vois. T'aimes ma pâtisserie, tu seras pâtissière. Et moi, en fait, je disais, mais non, parce que j'ai une trouille incroyable, c'est que déjà, j'ai vu mon grand-père le faire. Et je disais, aujourd'hui, faire des éclairs, parce que ça me fait plaisir et j'ai envie de faire plaisir aux autres, j'y prends du plaisir, mais c'est quand même 4 heures de faire des éclairs. Et quand tu as une pâtisserie, tous les jours, il faut qu'il y ait des éclairs de différentes saveurs, tous les jours dans ta vitrine. Et j'ai moi, si je passe de plaisir à contrainte tous les jours, je dois faire 300 éclairs, plus 300 Paris-Brest, 300 machin, j'exagère, mais voilà, plein de choses. Je dis, c'est sûr et certain, je vais perdre du plaisir, ça va être une contrainte, je vais pas aimer. Et donc, depuis le début, je dis, je ne ferai jamais de la pâtisserie un métier, c'est impossible. Donc, pas d'études là-dedans, pas d'expérience dedans, juste, je garde vraiment une passion. Petits feedbacks qui sont délicieux. Merci. C'est incroyable. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, il y a peut-être d'autres métiers qui sont possibles dans cet univers-là, non, sans être aussi contraignant? Okay. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Et tu fais quoi comme étude du coup Je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Au lycée, je me dis, je vais faire un bac S, voilà, pour ouvrir des portes, mais on me refuse en S, donc génial, c'est la première déception de ma life. Et d'ailleurs, j'ai une sorte de petite anecdote par rapport à ça. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'échec. C'est très difficile pour moi. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, que j'ai beaucoup arrêté, enfin dans ma vie d'enfant, on va dire. Et à chaque fois, j'arrêtais à chaque échec. J'ai fait du judo, je retournais tout le monde. Un jour, une meuf me retourne, j'ai dit à ma mère, j'arrête. Je fais de l'équitation, ça se passe bien, le cheval me fait tomber, j'arrête. J'ai vraiment tout ça dans ma vie, natation, des années, je monte sur le podium à chaque fois que je fais des compètes. Une compète, je ne monte pas sur le podium, je dis à ma mère, j'arrête. Vraiment, c'est un truc de malade, tu vois. Donc là, j'arrive en seconde, et je veux aller en S et on me dit non, c'est mort, c'est ES ou L, mais tu n'iras jamais en S. Wow. Et là, je dis, comme d'hab, tu vois. Je dis non, mais en fait, c'est parce que moi, je voulais faire un CAP petite enfance à la base, tu vois. Mon père, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, tu vois, il a dû se dire mais putain, qu'est-ce qu'elle nous fait et tout. Et là, il a eu, je trouve, la meilleure réaction du monde. Il a dit il y a pas de problème, ma fille. Il m'a dégoté un stage d'1 semaine dans un centre périscolaire pendant mes vacances, les vacances de février, quelque chose comme ça. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, juste voilà, fais un petit stage et puis après, on va t'inscrire. Vraiment, il n'a pas du tout été en contradiction avec mon choix. Ça a été, je crois, au bout de 2 heures, j'ai su que c'était horrible. Tu vois, genre les enfants qui reniflaient et tout. C'était, genre, vraiment, je me souviens, c'était l'hiver et de devoir les moucher et tout, tu vois. C'est bête. Il y a peut-être des personnes qui vont dire, oh, c'est quoi cette fille et tout. Mais vraiment, j'ai su tout de suite que je voulais pas faire ça. C'est pas pour toi. Mais il m'a mis, en fait... il m'a mis mon nez dans ma merde, tu vois. En fait, il m'a dit, va faire un stage, ça va être cool et tout. Moi, j'étais en mode, ouais, ça va être cool, bien sûr, tu vois, c'est ce que je veux faire. Et donc après, je suis revenue du stage, j'étais incapable de dire vraiment, non, c'est pas ça que je veux faire. J'ai juste fermé ma bouche, tu vois. Je suis allée, j'ai dit, bon, ES ou L, je vais prendre ES du coup. Voilà, j'ai fait mon petit chemin, tranquille. Et je remercie énormément mon père d'avoir fait ça. Je trouve qu'il a été très fort et je sais que pour moi, c'est vraiment un modèle de choses que je referai dans mon éducation pour mes enfants, de pas leur dire non, c'est une mauvaise idée de faire ça, mais plutôt de dire ok, juste vérifie par toi-même, c'est vraiment ce que tu veux faire. Je trouvais ça très cool.
mais je ne savais toujours pas ce que je voulais faire du coup. Donc je suis partie dans un DUT de gestion d'entreprise où on faisait un peu tout et n'importe quoi. Je détestais le marketing, mais je suis partie au Canada où j'ai fait un échange et c'était entièrement marketing parce que l'échange avait mal été coordonné entre la France et le Canada, pardon. Et en fait, là-bas, j'ai adoré. Les profs ont été géniaux. Donc, je suis rentrée en France et j'ai fait licence, master de marketing communication. Voilà. T'as fait ça à Lille, du coup? J'ai fait à Reims et la dernière année Ok, à Lille, ouais. d'accord. Voilà. Et j'ai aimé Lille et c'est pour ça que je suis restée là, d'ailleurs. Ok. Et Donc, ouais. une fois que t'es diplômé, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait de l'alternance avant. Ok. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que c'est pas... Ma vie, elle est pas... il se passe ça se finit. Il se passe ça se finit. C'est beaucoup de choses qui s'entremêlent. On s'est croisés avec l'atelier numérique. Donc ça, c'était pareil. J'avais pas fini mes études. En fait, donc c'est en 2015. Je crois que je suis en 2e année d'études, post-bac. J'ai une de mes amies qui me demande est-ce que tu peux me donner ta recette de pâte à choux? Et je lui dis écoute, moi la recette de pâte à choux, mon papy est pâtissier, machin. Moi aussi j'ai essayé de la faire, j'ai pas réussi. Et en fait quelques années avant, donc justement je lui dis papy donne-moi ta recette de pâte à choux. Il me dit écoute il faut que tu me vois la faire parce que sinon tu n'y arriveras pas. Je dis attends je sais lire une recette, merci hein. Je la fais, j'y arrive pas tu vois. Donc, j'en reviens un peu la queue entre les jambes. Bon maman sans moi. Pas faux. Et voilà. Et il était tu vois, il savait en fait. Mais moi je pensais mieux savoir que lui. Et donc là, je me dis, ok, moi j'ai quand même une appétence pour la pâtisserie. Elle y connaît rien. Elle me demande la recette. Laisse tomber, tu vois. Et elle me fait le même numéro, tu vois. En mode, non, mais t'inquiète, je vais y arriver, donne-moi la recette. Et je lui dis, ok, mais tu n'y arriveras pas. Elle revient, elle me dit, ouais, j'ai pas réussi. Et là, je me dis, le problème, elle habitait, je crois, à 1 heure de chez moi. Et je me dis, comment je peux lui montrer comment on fait? On n'est pas à côté et tout. Donc je me dis, bah attends, je vais peut-être lui faire une petite vidéo. Je sais pas quoi prendre. Les smartphones, alors je dis pas en 2015 c'était pas arriéré, mais c'était pas genre les iPhones, voilà, j'avais pas ça en tout cas. Mais j'avais une GoPro et j'avais un harnais, tu sais que tu mets là quand tu vas faire du sport et tout. Je la branche là, tu vois. Je me mets à pâtisser et tout. Cuisine extrême. Voilà. Et ce qui est incroyable, je suis retombée sur ces vidéos-là et en fait, ça a tellement un grand angle que tu vois mais toute ta maison en même temps alors que c'était vraiment ce qui était en face de toi que tu voulais prendre en vidéo. Et donc, je lui envoie ça. Je fais un petit montage et tout. Je me chauffe, hein, franchement, sur iMovie à l'époque. Et en fait, je me dis, c'est bête, tout ce temps passé, autant en faire quelque chose. Donc, je me dis, bah attends, je vais les mettre sur les réseaux sociaux. Facebook, à l'époque, je n'avais que ça. Mais en même temps, je me dis, wow, je veux pas que les gens sachent que c'est moi. Genre, vraiment, j'ai pas envie d'être jugée et tout. Donc, je me dis, attends, je vais créer une page où un autre nom, pas ma tête ni rien. Et donc, je trouve un nom un peu éclaté, Cook. Easy, c'est facile. Tiens, Cook Easy, ça fait cookies. En plus, allez hop, bim, ça part. Je fais un petit logo ultra dégueulasse et tout, mais c'est tout. Et je poste ma vidéo. Sauf qu'elle fait quelques centaines de vues. Et pour l'époque, moi, j'ai pas une centaine d'amis. Donc, je me dis, OK, ça allait plus loin que forcément le cercle que j'ai. Et je trouve ça fou. Donc, je me dis... et j'ai des gens qui me mettent des commentaires, tu vois. Ils me disent... trop bien, merci pour ta recette. Moi, je fais plutôt comme ça. Je me dis, mais c'est trop cool en fait. C'est que des gens qui aiment la pâtisserie. Et je commence à me poster une deuxième avec l'envie de faire un peu plus, tu vois, en termes de vues. Puis 3, 4, 5. Et en fait, ça me permettait de décompresser après mon boulot. Donc, je faisais ça le soir après mon alternance. Et à l'époque, je faisais des sites internet dans une agence. Et je kiffe, en fait. Ça me fait du bien de partager ça avec des gens. J'ai l'impression de me sentir utile, pour le coup. Et voilà, je fais ça 1 an. La 2e année, je commence à avoir quelques marques qui me contactent en me disant hey, est-ce qu'on peut te donner tel produit, tu le mettras dans tes vidéos. Moi, je fais mais what, on va m'offrir des trucs. Et dans ma boîte aux lettres, c'était Noël en plein été, tu vois, c'était incroyable. Je me contentais de rien, vraiment, juste... dans ma vie, on m'avait jamais offert un produit, à part à mon anniversaire ou à Noël, quoi. Donc, trop cool, je kiffe à fond. Vraiment, il y a des trucs que j'ai gardés, même des petits papiers, tu sais, quand la marque, elle t'envoie, elle dit « Tiens, Lorraine, profites-en bien et tout ». Et j'ai des papiers de 2015 encore dans ma boîte à souvenirs parce que je sais que c'était incroyable pour moi. Et puis, commence à avoir des petites dérives, tu vois, en mode on t'envoie une douille à 1,50€ et allez, fais une vidéo avec ça, tu vois. Et là, je me dis « Ah ouais, ça commence à... Non, c'est plus très marrant ». Donc, c'est tout. Là, je calme un peu le jeu et puis... j'ai eu une période où j'essaye de gagner ma vie avec Cook & Record parce qu'entre-temps, j'ai réussi à changer de nom quand même avec un petit logo, un truc un peu sympa. Mais j'arrive pas à gagner ma vie avec. Je tente en parallèle, je me lance pas vraiment à fond dedans, mais en parallèle de taf et des études, ça marche pas.
du tout. Comment tu tentes de gagner ta vie avec ça? Juste avec des partenariats ou... Ouais, j'essaye, c'est ça, de me rendre un peu visible pour peut-être des partenariats. J'essaye, tu vois, d'être éligible aux monétisations. Mais en fait, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que même si tu arrives à atteindre les paliers, c'est déjà incroyable. Enfin, à l'époque, en tout cas, de dire, ouais, je suis éligible à la monétisation. Mais ça veut pas dire que je suis éligible à être millionnaire, en fait. Enfin, tu vois, je suis éligible à gagner 10 centimes. Voilà, très clairement. Et sachant qu'en plus, genre sur AdSense, tant que t'as pas 70 €, tu les as pas. Donc en fait, c'est même, tu peux même pas te retirer chaque mois 10 € pour te dire, allez, ce pain au chocolat, je l'ai payé avec mon... donc c'est difficile. Et puis je me rends compte que voilà, ça fonctionne pas. J'essaye le tout pour le tout. À un moment donné, je poste une vidéo par jour. Je me dis, c'est une cadence que je suis incapable de tenir, mais j'essaye quand même, tu vois. Et je le fais, ça ne change rien. Donc là, je dis, allez, je remballe, merci, au revoir. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je décide de passer le CAP de pâtisserie en candidat libre. Je poste encore... Alors, j'oublie le fait de gagner ma vie avec ça. Hein, mais par contre, je continue de poster parce que ça me fait quand même plaisir et j'y trouve... Enfin, c'est une vraie passion et j'y trouve, voilà, vraiment un vrai plaisir. Juste d'un point de vue chronologie, on en est où? T'as fini tes études ou t'as... Là, je suis... C'est encore pendant tes études? Quand est-ce que j'ai passé mon CAP? 2020 Je crois que je viens de finir mes études. Okay. Ouais, vraiment, je viens de les finir. Covid, on est à peu près à cette période-là. Donc t'es à 100% sur Cook & Record? Non. Non? Ok. Toujours pas. Okay. À ce moment-là, j'ai fini mes études et l'école dans laquelle je faisais mes études me demande de devenir prof. Voilà. Ok. Et du coup, je suis prof pendant 2 ans. Voilà, j'ai fait ça. Prof à temps plein? Ouais, à temps... du coup, dans les écoles de communication, commerce, c'était pas temps plein. On te donne les heures et 15 puis... 20 semaine, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. On te donne des modules, tu vois. D'accord. Donc, je fais dans plusieurs écoles pour essayer d'avoir un peu de revenus. Très clairement, bien moins que ce que j'aurais dû avoir avec mon bac+5 si j'avais été embauchée quelque part. Mais j'apprécie parce que je suis libre. Donc, libre. Je suis pas un temps plein tous les jours, 9h, 18h, tout ça. Je peux un peu plus moduler comme je veux mon emploi du temps. Mais ça me laisse encore un peu de temps pour faire des vidéos. Pas non plus énormément, je dirais un quart de mon temps et encore. Et donc, comme je continue de poster des vidéos, je continue aussi d'avoir des commentaires. Et des gens qui me posent des questions comme, je sais pas moi, t'es sûr que c'est comme ça qu'on fait une crème pâtissière? Moi, j'utilise pas ça et tout. Et en fait, là, je me heurte à un truc où je me dis, mais en fait, j'ai pas d'expérience en pâtisserie, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Donc, c'est-à-dire que même quand cette personne me dit, moi, je fais pas comme ça ou c'est pas comme ça qu'on fait, je suis incapable de savoir si c'est vrai ou pas. Je ne détiens même pas la vraie façon de faire. Et je me dis, là, ça commence à être chaud parce que j'arrive même pas à conseiller les gens correctement. Je me sens pas légitime, mais j'arrive au bout, en fait, de ce que je peux donner aux gens. Donc, je me dis, ça serait quand même bien le niveau CAP, histoire d'avoir les bases et de savoir comment on fait vraiment. Et donc, je me dis, allez, si je m'inscris, je me connais, je vais vouloir aller jusqu'au bout et je vais me débrouiller pour l'avoir. Et ça suffira pour réviser, en fait. Et donc, je m'inscris in extremis. J'arrive à déposer ma candidature la dernière année avant où il y a eu une réforme et il fallait faire des stages obligatoires. Genre maintenant, tu dois faire 15 semaines de stage et tout. Et moi, je passais la dernière année où tu passes juste les épreuves le jour J et c'est fini, quoi. Donc, nickel. Je m'inscris et du coup, on arrive au mois de janvier. Je dois le passer en juin. Donc, en gros, un CAP, normalement, ça se révise, on va dire, en 2 ans. Et là, moi, je me dis, ouais, janvier, juin, ça le fait, tu vois, tranquille. 6 mois. Et je commence à réviser et je me dis, ok, peut-être que je pourrais faire partager un peu mon expérience des révisions. Je prends mon bouquin, je dis, allez, il y a quoi là à réviser? On est en janvier, allez, Galette des Rois, Épiphanie, let's go, on fait ça. Je fais une vidéo qui est beaucoup plus longue que d'habitude, avec une voix off, avec des sous-titres, avec plein de petites annotations, avec des mots techniques, avec vraiment très complète et très didactique, mais du coup sur un niveau bien plus supérieur à ce que je fais d'habitude. Et là, la vidéo fait des millions de vues. C'est la première fois de ma vie que je fais un nombre de vues comme ça. Facebook, les abonnés montent à une vitesse. Il y a des jours, je me prends 10 000 abonnés dans la journée. C'est incroyable. Donc, je me dis, génial, j'ai beaucoup de choses à réviser. Je vais en faire une deuxième, troisième et tout. En plus, c'est rigolo parce que je mets ma petite tenue de pâtissière, tu vois, et je mets objectif CAP pâtissier, recette numéro machin. Et donc là, ça monte en flèche sur Facebook à fond. Le Covid tombe par là, donc forcément, c'est très bon pour nous les créateurs, parce que les gens sont chez eux, donc ils essayent de trouver des distractions, on va dire, et la pâtisserie s'en fait partie.
Et progressivement aussi, j'arrive à ramener un peu les gens sur Insta. Parce que Facebook, c'est cool. D'ailleurs, j'ai bien profité à ce moment-là de la monétisation Facebook. C'était très, très cool. Et j'arrive à ramener, pareil, des gens sur Insta où je leur raconte des choses un peu plus personnelles sur... maintenant qu'il y a plein de gens qui regardent ce que je fais, autant leur dire qui je suis, d'où je viens, pourquoi j'aime ma pâtisserie, etc. Le Covid, est arrivé. Donc, moi, je continue aussi de partager un peu le quotidien, de comment on fait des recettes en temps de pénurie. Donc, je me lance dans un format où recette avec un œuf pour éviter de gaspiller 5 œufs, tu vois. Donc, j'adapte tout. Et puis, ça marche super bien. Les gens, on échange. Le vendredi soir, c'est rendez-vous Koh-Lanta. Donc, j'écris à des abonnés qui me disent « Ah, t'as vu, Claude, il a fait ça et tout. » Donc, on commence à nouer des liens et tout. C'est vachement rigolo. Et donc là, vous voyez, on est en février, mars et tout. Et ce qui se passe, ça a été vraiment le basculement où je suis passée de je n'en vis pas, ou en tout cas, c'est pas mon métier principal, c'est du full-time. Je négocie un salaire à la hausse dans l'école où je donne un max de cours. Je lui dis, voilà, il y a une autre école qui me donne des cours, il me paye tant, tu vois. Et je dis, écoute, c'est soit tu me payes tant, soit j'arrête. Parce que je me dis, tu vois, autant y aller franco, tu vois, c'est pas, oh, tu peux me payer un peu plus, c'est ça ou je me casse, tu vois. Et le gars me regarde et me dit, casse-toi. Et donc je suis rentrée, je vous la fais courte, mais il a pas été si méchant que ça, tu vois. Mais dans ma tête, c'est resté comme ça. Et donc je suis rentrée chez moi et je dis, waouh, j'ai plus de travail. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, moi, ça faisait déjà 1 ou 2 ans que j'avais un agent, une personne qui m'avait repérée et qui m'a dit, écoute, moi, je peux t'accompagner pour tes partenariats et tout, si jamais t'en as. Donc, j'en avais pas beaucoup, mais elle était encore là, elle s'accrochait et tout. Et elle m'avait toujours dit, écoute, ton problème, c'est que t'es pas à 100% en fait dedans. Donc, forcément, tu mets pas toute ton énergie. C'est un vrai souci, quoi. Et forcément, ça monte pas plus que ça. C'est pour ça que t'arrives pas à en vivre et tout. Et je dis, ouais, mais c'est dur de sauter dans le grand bain, quoi. Et là, je me dis, allez, on va dire, le destin fait que, j'ai plus rien à faire, en fait. Donc, autant faire ça. Et en 3 semaines, j'ai eu les premières collabs qui sont tombées. Et j'ai jamais, depuis, connu de moment où je me suis dit, ah merde, j'arrive pas à payer mon loyer ou quoi que ce soit. Vraiment, à 3 semaines près, ça a été, au final, la meilleure chose qui ait pu m'arriver parce que je l'ai pas décidé complètement. Mais j'en ai profité pour me lancer et finalement, ça a payé. Et depuis, voilà, ça fait 2 ans en fait. Hein, c'est pas si vieux que ça. On peut remercier du coup ce monsieur qui a refusé l'augmentation. Voilà, c'est ça. Non, c'est sûr, c'est assez ouf, mais voilà comment ça s'est passé. Hyper intéressant. Tu disais au tout début, tu faisais des vidéos sur Cookiezi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu montrais pas ta tête? Non. Et après, il y a eu un passage, j'imagine, un moment où tu t'es dit, là, je vais effectivement m'afficher. Ouais. C'était à quel moment? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça te faisait peur? Alors, pendant 1 an, j'ai pas montré ma tête. Je montrais que mes mains, voilà. Ouais. Parce que j'avais peur du jugement. Enfin... j'avais peur que dans mon entourage ou dans les personnes qui me connaissaient, même de vue ou quoi, se disent mais pour qui elle se prend celle-là, elle fait sa star et tout. Et moi, j'ai un vrai problème avec le jugement des autres. Enfin, c'est quelque chose qui est pas facile pour moi. Donc forcément, j'étais non, faut pas qu'on me reconnaisse, faut pas qu'on sache que c'est moi, etc. Donc je voulais pas montrer ma tête. Je pense que beaucoup de personnes me le disaient mais c'est normal que tes vidéos, t'as une sorte de plafond de verre parce qu'en fait personne s'est quitté, on n'arrive pas à t'identifier, même si je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas forcément vrai. Il y a des créateurs qui arrivent à faire des trucs de fou sans montrer leur tête, donc c'est pas toujours vrai. Mais bon, voilà, je recevais les conseils que je pouvais recevoir à l'époque de gens qui, en fait, n'y connaissaient rien, mais qui donnaient leur avis. Et du coup, je me dis, oui, c'est vrai, allez. Et là, je commençais à avoir suffisamment d'abonnés, de vues pour me dire, bon, on va pas se dire, qu'est-ce qu'elle fait celle-là, à se la péter ou quoi. J'ai commencé à avoir un peu de légitimité, on va dire, à mon niveau. Et quand j'ai commencé pour la première fois à montrer ma tête, ce qui était marrant, c'est que les gens ont tous donné un peu leur avis en disant, mais moi, je t'imaginais plus vieille, moi, je t'imaginais comme ça. Et du coup, les gens, à force, s'étaient fait une image juste avec des mains, s'étaient dit, tiens, elle va ressembler à ça. Donc, je trouvais ça très drôle, j'ai trouvé ça très bienveillant et je me suis dit, en fait, il se passe rien de gravissime de montrer sa tête. Et en fait, si, effectivement, ça participe au capital sympathie quelque part. Donc, ouais, ça me faisait très peur. Mais au final, voilà, c'était un passage obligé, mais j'ai tenu 1 an quand même.
Tu disais du coup tu as développé une certaine relation avec ta communauté. Ouais. Si j'imagine ça aurait pas été possible si t'avais pas montré ta tête. Ouais, C'est je plus pense. compliqué d'envoyer un message à quelqu'un dont Ouais, tu c'est vois même vrai. pas le Alors, visage, quoi. c'est marrant que tu dis ça parce que moi, c'est mon cas. Du coup, Oui. quand je parle aux gens, je vois pas leur tête. Oui. Donc, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que C'est à sens unique. voilà, c'est un sens unique. Tout comme quand on te croise dans la rue ou tu vois un meet-up ou ce genre de choses et alors ça va, c'était bien la thalasso. Après, ah oui, c'est vrai. Tu sais, moi je sais ce que j'ai mis sur les réseaux, je sais, mais c'est toujours un peu, ça fait toujours bizarre en fait. Même si tu sais, c'est toi qui as décidé de partager cette information, et si tu la partages, c'est qu'elle n'est pas compromettante ou quoi que ce soit. Mais quand ouais, tu croises quelqu'un que tu ne connais pas, il dit alors ça va, la tasso, ceci, cela, les chats et tout, et petites cookies, elle est plus malade et tout. Et toi, tu as envie de dire, tu t'appelles comment? Tu vois? C'est lui, c'est toute ta vie, mais toi, tu sais même pas comment il s'appelle. Donc ouais, les messages, c'est les discussions, c'est ça en fait. Les gens, eux, reçoivent mon capital sympathie et puis moi, j'essaye de dealer avec ça alors que j'ai pas beaucoup d'informations sur eux. Mais bizarrement, avec les messages qu'on peut s'envoyer, on arrive à quand même se transmettre une certaine sympathie aussi, même si moi, je les vois pas. J'arrive quand même à sentir, on va dire, l'affection qu'ils peuvent avoir pour moi ou l'intérêt qu'ils ont pour tout ce que je fais, quoi. Après, tu dis que tu les vois pas, mais t'es quand même allé souvent à la rencontre des personnes qui Oui. te suivent. J'ai eu l'occasion de le faire, ouais, avec la sortie du carnet de recettes où on a fait une tournée, effectivement, tournée dédicace. Donc ça, c'était très très cool parce que j'ai pu vraiment voir, en fait, mettre des visages. Ce qui était génial, je me souviens, à un moment donné, il y a une fille qui vient vers moi comme ça, puis très souriante, tu vois. Et vous avez déjà vu ce truc où tu sais que la personne, elle t'a reconnu, mais toi, tu la reconnais pas, tu vois. Oui. Et qu'elle te regarde en disant, tu vois. Et là, je vois que c'est ça. Et je dis, forcément, c'est une abonnée, mais je sais pas qui c'est. Et là, elle me fait, mais si, c'est. Et là, elle me donne le nom de son compte. Ouais. Et en fait, il y a des comptes de personnes qui t'écrivent tellement souvent que tu connais peut-être pas leur prénom, mais le nom du compte. Et là, je fais, mais c'est toi, comme ça, tu vois. Et on se reconnaît quelque part. Et c'était vraiment trop, trop stylé, trop émouvant ce moment. Parce que ouais, tu connais pas les gens, mais tu connais leur pseudo. Et là, t'as tout le fil de toutes tes discussions. Et des fois, des personnes qui te disent, ouais, on se connaît pas, mais j'ai l'impression qu'on est presque amis. Et moi, je dis pas ça, mais c'est vrai que des fois, on peut ressentir ça quand même. Donc, le lien comme ça, c'est incroyable. Et d'avoir pu rencontrer ces gens, c'était vraiment très, très stylé. Tu peux nous raconter un peu le carnet, d'où est venue l'idée? J'imagine qu'on te réclamait énormément de recettes, mais raconte-nous un peu tout le chemin parce que il y a plein de choses Ouais. intéressantes. Alors, en fait, le carnet, c'était depuis que j'ai, je sais pas, j'irai 12 ans, j'ai un carnet. Un vrai du coup, mais très moche, très 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 moche, où je mets les recettes que j'ai testées. Parce qu'en fait, pendant un temps, mon passe-temps, quand j'étais encore jeune chez mes parents, c'était de trouver la meilleure recette de. Donc je l'ai fait avec les cookies, je l'ai fait avec les brownies, je l'ai fait avec tous les petits trucs de base. Et à l'époque, le site qui était vraiment en vogue, c'était Marmiton. Et les gens mettaient leurs recettes avec des avis. Et même, je me souviens, il fallait prendre Marmiton, tu vois, le logo comme ça, fallait l'imprimer et le mettre sur ton assiette, tu sais, pour que les photos, en fait, appartiennent un peu à Marmiton, quoi. Tu vois, c'était le truc un peu communautaire et tout. Et moi, je me mettais à tester un max de recettes pour trouver la meilleure qui me convenait et tout. Et dès que je l'avais, je la mettais sur ce carnet. C'était un peu genre, si t'es vraiment à la hauteur, toi, petite recette, t'auras le droit d'aller sur ce carnet. Et du coup, c'était mon truc de référence, tu vois. Alors, il était dégueulasse parce qu'à force, il y avait de l'œuf, du chocolat, plein de trucs dessus. Mais en tout cas, c'était le truc à pas perdre, vraiment. Et en plus, j'avais même pas de version numérique ni rien. Donc, je m'étais toujours dit, un jour, il faudrait quand même que je le remette au propre. Tu sais pas, un album photo, quelque chose dans le genre, pour que j'ai quelque chose vraiment de quali. Et en même temps, avec Cook and Record, je me suis dit, c'est vrai que peut-être ces recettes de base que moi, tu vois, il y a les moelleux dedans, il y a les tuiles aux amandes que j'ai fait pour mon père, il y a un peu de tout. Les meringues, c'est la recette de mon grand-père. Les tuiles, c'est celle de mon grand-père. Je me dis, ouais, peut-être que ça peut intéresser des gens d'avoir ces recettes qui marchent à chaque fois, qui sont extrêmement bonnes aussi, parce que je les ai vraiment pensées. Et moi, en fait, je ne m'amuse plus aujourd'hui à chercher d'autres recettes. Elles marchent, c'est comme ça, tout le monde adore, donc je garderai toujours celle-là jusqu'à la fin de ma vie. Et ça me fait gagner du temps de ne pas avoir à chercher la bonne recette. Et ce qui est intéressant aussi, c'est parti aussi d'un constat. On m'envoyait beaucoup comme message. J'ai testé une de tes recettes, j'ai été satisfaite, puis une deuxième, troisième, et après ils me disent maintenant j'utiliserai que les tiennes. Parce qu'aujourd'hui sur Internet, tu trouves énormément de sources, et notamment
pour pas les citer et pas les défoncer, mais des sites féminins qui ont tendance à te dire la recette de ça. Ils prennent la plus belle photo qu'ils ont trouvée sur Pinterest, ils la mettent et ils te disent voilà la recette de ça. En disant oh bah une recette c'est une recette, hein. Tu vois. Mais en fait c'est pas vrai. Une recette c'est pas une recette. C'est hyper précis. T'as une recette A, une recette B, ils vont pas du tout donner la même chose. Le visuel sera jamais le même. Et donc, en fait, moi, ce que je veux quand je prends une recette, c'est que ce que je fais, ça donne le visuel. Mais pour eux, le visuel, c'est plus une illustration pour dire, c'est pour faire ça. Enfin, tu vois à quoi ça ressemble. Tarte, voilà, c'est une tarte. Voilà. Comme tu dis, c'est une tarte, quoi. Et sauf que moi, je dis non, je veux faire cette tarte. Parce qu'elle est incroyable, cette tarte. Elle est trop belle, tu vois. Donc, le problème, c'est que moi, je passe beaucoup de temps soit à chercher des recettes qui soient vraiment vérifiées, soit à les tester et me faire avoir. Et mon but, du coup, c'est que les gens ne perdent pas ce temps-là. Et je trouve que c'est un peu la force aussi de Cook and Record quelque part, c'est que je fais pas perdre de temps aux gens. Les recettes, il n'y a pas un poil d'hésitation ou oh faites un peu comme ça, on verra bien. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était une vraie force, que les gens me faisaient extrêmement confiance sur les recettes. Et donc je me suis dit, ce carnet finalement, c'est peut-être la bonne idée, avec que des recettes que j'ai complètement ultra vérifiées et que des fois j'ai depuis 10-15 ans chez moi, quoi. Donc c'est venu de là en fait, tout simplement. Il y a le c'est venu de là et il s'est retrouvé dans les mains des gens au final. Ouais. Tu peux nous raconter un peu le process d'industrialisation d'un carnet? Waouh. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un carnet qui a été fait en auto-édition. Ouais. En plus, je pense que ce carnet, il y avait qu'en auto-édition que je pouvais le faire parce qu'il n'a pas de tranche. Et que pour une maison d'édition, pas de tranche, c'est pas d'électro-satanas, tu vois. Parce que dans une bibliothèque, c'est important, la tranche. Ouais. Et moi, je dis, oui, mais moi, mon carnet, il sert à pâtisser. Il sert pas à être dans une bibliothèque. Et j'en ai ras-le-bol d'ouvrir mon livre et qu'il se referme avec le poids de l'autre côté de la page. Donc, je dis, non, on va prendre un carnet, hop, on va le mettre comme ça, le poser, et la page, elle va rester. On a aussi fait c'est pas pelliculé, mais en tout cas les pages elles sont d'une certaine qualité pour que si t'as renversé un peu de chocolat, un peu de beurre, tu passes un petit coup, hop, franchement la page elle va pas prendre trop cher. Pelliculé, ça aurait coûté vraiment trop cher à la production, mais tu vois, on a essayé de penser à des trucs comme ça. Les pages, on prenait du brownie comme ça, on l'étalait et puis on regardait si on pouvait encore le nettoyer, ça marchait, on se dit oh, yes, génial. Donc on est parti là-dessus et du coup auto-édition, j'ai dû tout construire en fait. J'ai dû faire la mise en page alors que je suis pas graphiste, faire des photos alors que je suis pas photographe. On a aussi je dis on parce que je l'ai construit aussi avec d'autres personnes. Je me suis entourée, voilà, j'ai fait appel à des graphistes pour faire des petites illustrations. J'ai aussi fait appel à une photographe pour faire la couverture et un graphiste lillois. Je sais pas si tu connais Zakizi. Non. Tu l'as jamais croisé. Mais du coup, qui avait fait déjà une couverture de mon tout premier petit livre, mon fascicule. Et donc voilà, je me suis un petit peu entourée, donc c'est pour ça que je dis on. Mais ça a été beaucoup de travail et très long quelque part. Et du coup, je disais, on a fait le choix de faire correspondre pourquoi les gens connaissent Cook and Record, donc la vidéo, avec ce format papier. Donc chaque recette a un petit QR code en haut à droite pour pouvoir accéder du coup à la vidéo qui est hébergée sur YouTube, un peu en privé, pour seules les personnes qui ont le livre peuvent accéder aux vidéos. Donc pour amener encore plus de pas à pas et de faciliter à reproduire les recettes. Puis c'est l'histoire de ton grand-père aussi. Pour vraiment réussir la recette, il faut que je te montre comment tu l'as fait. Exactement. Et donc là, tu as le QR code. Absolument ça. Voilà, c'est ça. Bouclé. C'est ça, exactement. Et du coup, tu as fait appel à une société qui imprime des bouquins? Oui. Alors, en fait, c'est un ami à moi que j'avais rencontré à Euratech qui, lui, a monté une boîte d'albums photos. Et une fois, il me dit « Ah, mais attends, en fait, un album photo, c'est rien d'autre qu'un livre. Si on met pas de photos, mais on met des recettes, ça donne un livre de recettes. » Je dis « Ouais, ok, si tu veux. » Il me dit « Allez, vas-y, moi, j'ai déjà mes formats et tout. » Et donc, il me dit « On va prendre... » Donc, lui, le nom de son produit, c'est un Tipeee. Voilà, c'est un album photo. Et du coup, on fait ça sur son format standard. Donc, ouais, c'est vraiment un petit truc... La couverture, elle est pas rigide. C'est vraiment, il se plie comme ça. On dirait vraiment un prospectus, franchement. Pas de la bonne pub, Non, mais ce livre, moi, j'ai arrêté de le produire parce que je dis pas que j'en ai honte, mais en fait, c'était histoire de dire, allez, qu'est-ce qui va se... Voilà, un premier. Une façon aussi de tester le marché parce que je n'avais jamais vendu de choses en mon nom. Donc, j'avais fait des collabs avec des marques. Si elles vendaient, tant mieux pour elles. Mais moi, je savais pas si je dis, OK, Cook and Record vend un produit Cook and Record, qu'est-ce qui se passe? T'avais pas non plus vendu des versions digitales de tes recettes?
Jamais? Non, jamais. PDF ou Mes quoi? contenus ont toujours été gratuits en fait. Ok. À part les livres, tous mes contenus sont gratuits et c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Ok. Voilà. On m'a très souvent proposé de monétiser, de rendre des contenus exclusifs, voilà, tu payes, ça va aller les bruits de, Oui. ouais, tu payes pour avoir accès aux recettes, mais c'était pas mon ADN en fait. Voilà. Je dis toujours, moi c'est la pâtisserie accessible à tous, donc ouais, accessible aussi par le prix et voilà. Donc non, j'avais jamais fait même de format numérique ou quoi que ce soit. Et donc je fais ce petit premier fascicule comme ça et je me dis bah allez, on va voir, j'espère en vendre 30, 50, ça serait bien et tout. Et en fait en 3-4 mois, on en a vendu 3000. Et en fait, ce qui était incroyable, c'est que du coup, moi, je suivais ça sur mon ordi, quoi, sur WordPress. Je voyais les ventes et tout. Mes parents, je crois, je les appelais tous les jours. Mais même mon pote là de Tipeee m'appelait toutes les heures pour me dire on en est à combien, on en est à combien. Tu vois, et c'était incroyable. Chaque dizaine passée et tout. Et tous les jours, on rappelait l'imprimerie pour dire rajoutez-en 500, rajoutez-en 500. Et c'était ouf, quoi. Et donc, eux, en fait, ont une imprimerie partenaire. Donc, il avait déjà, en fait, tous les process, tu vois, d'impression et puis d'expédition en même temps. Des choses qui, moi, j'y connaissais rien et ça pouvait peut-être me faire peur. Donc, il m'a vraiment accompagnée. Finalement, son local, c'était devenu mon local aussi. Donc, non, c'était très cool. Et puis, du coup, cette imprimerie, en fait, elle est à Roubaix, tu vois, elle est pas loin. Donc, c'est très sympa parce qu'on a pu voir les livres se faire imprimer, se faire construire quelque part. Et puis, aller tout signer, tout empaqueter, mettre dans des enveloppes et tout. C'était vraiment une expérience incroyable, quoi. Et là, de se dire, ouais, les gens me font confiance à ce point, quoi. Ouais, c'est une expérience qui sort des réseaux, qui sort de Facebook, Absolument. d'Instagram. Et C'est la première fois que ça se ouais. concrétise, j'ai envie de dire, dans la vraie vie. C'était la première fois où je me rendais compte du chiffre. Ouais. Parce que j'avais forcément un nombre d'abonnés voilà, qui est assez conséquent. En tout cas pour moi, ce que j'en pense. Et là, en fait, de voir tous ces livres il y avait 2 palettes. Et pourtant, ils sont épais comme ça. Hein. Donc, pour réussir à faire des palettes, il fallait quand même en empiler beaucoup. Et là, de voir cette quantité de livres qui étaient déjà vendus. C'est pas j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, j'en ai fait imprimer tant. Ils étaient déjà tous vendus. Et j'ai regardé et je dis, là, tout ça, là, ça part chez des gens, tous différents. C'est pas une personne qui s'est chauffée à en prendre 2000. Non, non. Et donc, derrière chaque livre, je me disais, il y a une personne. Ça faisait des caisses et des caisses et des caisses, ça n'en finissait pas. La Poste est venue avec un SMI, en fait. Enfin, après, ils prenaient d'autres trucs en même temps, mais une petite camionnette, ça aurait pas suffi. Ils sont venus avec un SMI à prendre des caisses et de caisses. Et c'était fou, tu vois. Et là, tu te dis, ouais, il y a vraiment toutes ces personnes-là que j'ai réussi à toucher, convaincre et que, tu vois, j'ai même pas fait de promotion en soi. J'ai pas dit, c'était pas du télé-shopping en mode, je suis une bonne commerciale, j'ai réussi à les vendre. Non, j'ai juste dit, regardez, j'ai fait un livre et tout, achetez-le si vous voulez. Hein, et que tous ces gens-là l'achètent, wow, c'était incroyable. Pour moi, c'était fou. Petite question sur la partie expédition. Oui. Parce que je vous ai vu faire pas mal de cartons, mais tu parlais de la Poste aussi. Ouais. C'était quoi le deal Comment est-ce que tu envoyais le bouquin chez les gens? Oh, ben, tu sais, c'est pas... Tu les mets dans des enveloppes, Donc tu faisais les cartons toi-même. Ouais. Tu peux pas passer par un prestataire. Alors, tu peux. Moi, je vais te dire, le premier livre, on est passé par un prestataire. Ça peut coûter vite cher. Le truc, c'est que sur un livre, tu te fais pas des marges de dingue non plus. Et puis après, tu te fais, de toute façon, prélever avec beaucoup de charges sociales, etc. Et le problème, c'est que dès l'instant qu'on te prend, je sais pas, 1,50€ par livre pour le mettre dans une enveloppe et coller une étiquette et tout ça, des fois, tu te dis, attends, mettre une enveloppe, coller une étiquette pour gagner 1,50€, je préfère peut-être le faire. Et après, je dis pas, hein, si j'étais peut-être une multinationale, évidemment que je le ferais plus. Mais à mon échelle, franchement, je me suis dit 1,50€ fois 3000. Ça me paye des vacances, ça fait des beaux cadeaux à Noël à ma famille. Enfin, tu vois, je commençais à me dire, ok, j'aurais pu économiser ça si pendant une semaine, j'avais fait que ça. Et en même temps, je me dis, c'est un plaisir, tu vois, de les mettre comme ça dans des enveloppes. Alors, tu peux te dire, oh, c'est du travail d'ouvrier ou quoi, mais en fait, moi, je pense pas du tout à la catégorie de ce que je suis en train de faire, du tout. Je me dis juste, c'est ouf ce qu'on est en train de faire. Je sais que ça fait plaisir aux gens, qu'on les fasse nous-mêmes aussi. Et paradoxalement, il y a aussi un petit peu de stratégie.
parce que on s'est rendu compte d'un truc assez dingue, c'est que les meilleurs jours de vente qu'on a fait, c'est les jours où on expédiait et que je faisais des stories en montrant qu'on les expédiait. Et je pense qu'il y a une forme de preuve sociale qui a opéré, où les gens se disaient « Waouh, il y a autant de livres qui ont été vendus, ok, il faut que j'achète le mien. » Et du coup, de là, j'ai dit « Plus jamais, je demanderai à quelqu'un de le faire. » Parce que même si ça prend 2 semaines à faire, tous les jours où je fais des stories, j'en revends une quantité encore plus grande que la veille. C'est la martingale. Plus t'en envoies, plus non, t'en mais vends. c'est ça, c'était ouf. Donc au final, il y a quand même des avantages réels à faire ça. Et puis les abonnés, je pense, comprennent que c'est pas un bouquin. Enfin, t'es pas passé par un prestataire, Non, tu lui as c'est envoyé ça. 15 recettes, il a tout fait. Enfin, c'est toi qui as fait les recettes, les photos, De A à Z. l'expédition de A à Ouais. Z, quoi. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment, ça nourrit un truc où, alors on a toujours quelques personnes qui sont habituées à Amazon, aux géants d'internet, et qui, au bout de 3 jours, s'ils n'ont pas leur livre, envoient un mail, où est mon colis, tu vois, un peu vénère. Mais ça, on en a vraiment très très peu. Le reste du temps, on doit tenir un service client forcément. Et on a vraiment que des clients ultra bienveillants. Les gens, tu leur dis, j'ai 1 semaine de retard pour X raison. Non, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave et tout. Les gens sont d'une gentillesse incroyable. Et je pense qu'en montrant qu'on le fait nous-mêmes, ils se disent, bah oui, évidemment, elle a ça à faire, puis elle fait ça, et puis forcément que ça mettra un peu de temps. Et du coup, on nourrit en fait une forme de bienveillance qu'on reçoit en retour et qui rend la chose beaucoup plus agréable, forcément. Mais tu peux plus facilement être vénère contre Amazon que vénère contre Lorraine Mais qui oui. lui a livré 2-3 000 livres C'est ça. toute seule. L'année dernière, en fait, ce qui était dingue, c'est que l'année dernière, à cause de la pénurie du papier, on a eu un retard de dingue sur les livraisons des livres. En gros, je crois qu'on les a reçus le 13, quelque chose comme ça. Et la poste te dit 13 décembre. Donc les gens il était en précommande depuis le 25 octobre. Donc, les gens commençaient à vraiment l'attendre. Et surtout, il y avait des cadeaux de Noël dedans. Ouais. Et la Poste, chaque année, dit, en fonction de comment tombe le 24 par rapport à la semaine, dit nous, à partir de cette date, si vous expédiez, on ne peut plus vous garantir que ça arrivera avant Noël. Et ça devait être genre, je sais pas, le 18, quelque chose comme ça, ou 17. En vrai, on avait 5 jours grand max pour tout envoyer. Mais c'était faramineux le travail. On s'est fait aider. Il y a plein de gens qui sont venus nous aider parce que bon, c'est pas un travail compliqué de mettre dans des enveloppes. Mais du coup, on s'est fait énormément aider et on travaillait jusqu'à des 5h du matin. Et je faisais des stories à 5h du matin. On est avec des transpalettes comme ça, avec des chariots à déplacer les livres, déplacer les enveloppes et tout pour tout mettre pour que le lendemain, à 9h, le gros camion de la Poste vienne tout récupérer et l'expédie. Et je pense que quand les gens ont vu qu'on travaillait si tard et toute la nuit comme ça, ils se sont dit, ok, en fait, on peut rien leur dire, quoi. Ils donnent tout ce qu'ils ont. On pouvait pas expédier avant de les recevoir et on peut pas faire plus que travailler H24. Donc, et ouais, ça a nourri le fait que les gens se disaient juste, ok, je vais l'avoir tout pile avant Noël, mais en fait, c'est bon, je vais l'avoir, quoi. Et c'est ça qui compte. Tu dis beaucoup depuis tout à l'heure on et nous. Ouais. Donc là, c'est toi, Lorraine, la face, on va dire, publique de Cook & Record, mais tu peux nous parler un petit peu de l'équipe qui est avec toi et comment tu t'organises avec cette équipe? Alors aujourd'hui, mon équipe, elle est assez réduite. J'ai Gaëtan, du coup, mon compagnon, qui travaille à 100% avec moi. Qui est à côté, Gaëtan. Qui est là. Qui est toujours là pour superviser, en fait. Il est toujours là, mais un peu... Alors, dans l'ombre, pas trop, parce que je vérifie qu'on dise pas de bêtises. C'est ça. Et j'ai aussi une agent, Nawel, qui du coup s'occupe de plus la partie, on va dire, commercialisation de mon compte, les partenariats, ce genre de choses, parce que c'est un métier que je ne maîtrise pas forcément. Et d'ailleurs, souvent on me pose la question, comment ça se passe et tout. Est-ce qu'elle travaille pour toi? Alors, elle travaille pour moi, mais je l'embauche pas. Elle se prend en fait une commission sur les deals, donc les projets, les partenariats qu'elle arrive à aller chercher et qu'elle gère du coup. Donc on va dire qu'elle va m'être utile énormément sur la phase de négociation, de gestion du projet, la rédaction des contrats, les briefs, tous les échanges en fait avec les marques que du coup moi je n'ai pas besoin d'avoir et qui me font gagner un temps fou. Et on me pose souvent la question de me dire ouais mais du coup elle se prend un pourcentage, tu préfères pas avoir 100% de la somme et tout, et je dis mais en fait elle m'a prouvé, et c'est vraiment vrai, à maintes reprises que
oui, elle me prend un pourcentage, mais en fait, elle va me chercher des sommes que moi, je suis pas capable d'aller chercher. Ouais. Et une fois, une petite anecdote, il y a une marque, je sais plus ce que c'était, et en plus, on s'en fiche, et qui me dit, voilà, on aimerait faire ça, je sais plus, c'était une vidéo, bref, on va dire, voilà, mon tarif, imaginons, c'était, je sais pas, quelque chose comme 1500 €, quelque chose comme ça. Et je lui dis, voilà, mon tarif, c'est 1500 €, ok. Et ils me disent, écoute, on a 200 €, pas plus. Je dis, bah... Je dis, les gars, c'est vraiment dur, tu vois. Tu me dis, on a 1000, allez, on peut peut-être s'arranger, mais 200, je dis, c'est pas possible. Je dis, franchement, je peux pas, tu vois. Donc, c'est tout. Elle me dit, ok. Et elle revient quand même. Elle me dit, non, mais vraiment, s'il te plaît, et tout. Je dis, mais moi, si t'as pas plus, voilà. Elle me dit, non, mais j'ai vraiment pas plus, je suis désolée, et tout. Et on fait ça 5 fois, tu vois. Et à un moment donné, j'en ai marre. Et du coup, j'envoie le contact à mon agent. Et je lui dis, il me saoule, j'en peux plus. Et en fait, ils viennent vers moi, ils arrêtent pas de me relancer, et ils ont 200 balles, je sais pas quoi faire, tu vois. Elle les appelle, et après elle m'appelle, elle me fait, je les ai défoncés, c'est bon, on a mis 5. Je dis, mais à quel moment ça fait 5 fois que je leur dis, c'est pas possible. Qui fait ça, tu vois. Ouais. Et je me dis, alors je sais pas d'où vient le problème. Est-ce que moi je sais mal parler? Est-ce que quand je dis 1005, on n'entend pas le chiffre que je sors? Je sais pas. Est-ce que j'ai pas de légitimité parce que je suis le créateur et que du coup on se dit, tiens, on va peut-être pouvoir l'entuber? Je sais pas pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est que quand c'est elle qui représente quelqu'un, bah ça marche. Donc moi, 2 jours là, j'ai fait, allez, c'est bon, j'ai compris. Je comprends à quoi sert un agent parce que là, clairement... mais pendant très longtemps, je me posais la question à quoi ça servait, tu vois. J'étais un peu en mode, elle va se prendre de l'argent sur moi, tu vois. Et là, cette démonstration, j'ai ouais, ok. Et je la raconte souvent aux gens pour qu'ils comprennent en fait que c'est pas quelqu'un qui juste ponctionne, c'est aussi quelqu'un qui défend tes intérêts parce que plus elle va augmenter le tarif pour toi, plus elle, bah forcément, son pourcentage augmente sa somme finale. Donc non, très cool. Ce qui est génial, c'est qu'elle elle a cru en moi, en fait. Je le dis là dans le dernier livre, j'ai dit, elle a cru en moi quand moi, je n'y croyais pas encore. Parce que c'était il y a 4 ans maintenant. Et comme je le raconte, ça fait 2 ans que je gagne ma vie avec ça. Donc 2 ans avant même que je puisse gagner ma vie, elle était déjà là à essayer de me tirer vers le haut, de me pousser un peu au cul pour que je fasse plus de contenu. Elle gagnait quasiment rien sur moi, mais elle est restée en fait. Elle est restée et moi aussi je suis restée avec elle. Et aujourd'hui, je pense qu'on est très contentes toutes les deux de ce qu'on fait. Et voilà, on a écrit un livre et c'était grâce à elle aussi, qui allait voir une maison d'édition et tout ça. Mais du coup, voilà, donc j'ai Nawel qui va s'occuper plus de la partie commercialisation du compte. Et puis Gaëtan, qui... c'est très abstrait de dire ce que fait Gaëtan. Les gens comprennent pas toujours ce qu'il fait. Mais pour résumer, il fait tout ce que personne ne voit. Donc, quand on pense qu'un créateur de contenu, c'est simplement faire des vidéos, bah, en fait, pas du tout. Et lui va faire tout ça. Donc, pour beaucoup de gens, on ne sait pas ce qu'il fait. Il fait rien, parce que du coup, il n'y a rien à faire derrière. Mais en réalité, c'est 50% du travail. Donc, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais moi, quand je poste une recette sur Instagram, j'ai fait la vidéo, donc je l'ai tournée. Des fois, d'ailleurs, Gaëtan va la monter. Donc ça peut me faire gagner du temps aussi. Et à partir de là, cette vidéo, il faut qu'elle aille un peu partout pour que les gens puissent refaire la recette. Donc par exemple sur mon site internet, puisque les recettes sont rédigées, écrites pour les personnes qui voudraient un support écrit. Donc ils retapent toute la recette en entier. Et puis il y a des personnes qui voudraient peut-être imprimer la recette pour la voir comme ça sur le plan de travail. Donc il fait un PDF qui va mettre sur le site, rendre disponible pour tout le monde. Il va aussi répondre au service client, les gens qui disent mais moi je me suis trompée dans mon adresse, le numéro de téléphone c'est pas le bon, ou j'ai pas reçu mon colis, ou en fait je me suis trompée dans la dédicace, ou est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc on gère en fait tout ça et ça c'est Gaëtan qui le fait. Je pourrais faire une liste énorme en fait de tout ce qu'il fait, mais il fait tout ce qui on va dire touche quasiment pas tout ce qui touche pas à la création de contenu en gros. C'est un combo gagnant parce que tu as délégué la partie vraiment commerciale, négociation, discussion avec les marques qui est très chronophage à Nawel. Et après, qui est en tête sur tout le reste. Et toi, tu te concentres en fait sur la création. Voilà, c'est ça. Là, je sais, ça a pris du temps. J'ai à un moment donné pris un monteur, à un moment donné, j'ai pris une assistante. J'ai essayé de m'entourer. Mais je trouve qu'aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre. La partie commerciale, je sais que je suis avec une personne qui gère extrêmement bien, qui défend très bien mes intérêts. Et il y a beaucoup de polémiques en ce moment sur les influenceurs. Et je suis tous les jours, enfin toutes les semaines, quand on fait un point hebdomadaire,
je me rends compte à chaque fois, je me dis, mais j'ai pas une agente qui essaie de gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Il y a des fois des choses où elle me dit, ça, je te le propose pas. Ça, d'ailleurs, on ne l'acceptera jamais. Ça va pas. Et des fois même, je lui dis, ah tiens, moi, cette marque-là, je sais pas si tu peux aller l'approcher, je l'aime bien et tout. Et bien, des fois, elle va sur le site et elle fait, je pense, Lorraine, que c'est du dropshipping. Et je dis, mais non, c'est pas possible. Ça fait 2 ans que j'utilise ce produit. Et on regarde, on passe 10 minutes, elle me dit, non, c'est du drop. Et là, en fait, on discute même pas, en fait. On se dit, on n'ira pas là-bas. Et même des fois, c'est des produits que j'utilise moi-même, tu sais, genre, juste, elle me fait rendre compte que je paye 10 fois plus cher, mais c'est tout. Et du coup, il y a vraiment très clean sur les abonnés, c'est pas des porte-monnaies, le but, c'est pas juste de gagner un max de thunes en faisant n'importe quoi comme placement, mais ce qui est très cool parce que du coup, on peut vraiment sélectionner énormément les projets, les faire payer plus cher, mais du coup en avoir moins, pas saouler la communauté, continuer d'apporter de la valeur, d'être utile en fait avec ces recettes et ces tutos. Donc vraiment, ouais, voilà, cette partie commerciale, comme tu dis, qui est déléguée, et je suis vraiment hyper satisfaite et j'ai totale confiance et vraiment pas de crainte sur l'avenir par rapport à ça. Et la partie aussi toute très administrative en fait. Même, tu vois, les devis, les factures, les déclarations, tous les petits trucs comme ça un peu chiants. Il y a des entreprises, les process sont incroyables. C'est un truc de fou. Il faut s'enregistrer sur des sites, il faut remplir des formulaires, donner des papiers, machin. Et tu dis, mais je peux pas dédier 2 heures de mon temps tous les jours à faire ça pour pouvoir me faire payer. Ça, en fait, ça n'apporte rien à mon compte, mais par contre, il faut le faire. Donc, si tu peux te faire entourer, c'est génial. Et moi, voilà, j'ai la chance d'avoir Gaëtan. En plus, il est très carré. Donc, ça aurait été sympa qu'il vous raconte aussi son histoire, mais il était ingénieur avant et il connaissait rien à ce monde-là. Quand au début, il m'a dit mais comment veux-tu que je t'aide ? On a pris une journée entière. J'ai fait que parler, que lui montrer. Alors là, c'est WordPress, là, c'est machin, là, c'est nana, là, je fais ça et tout. Les projets en cours, machin. Et il dit waouh, en fait, il y a du taf. Et j'ai dit, mais bien sûr qu'il y a du taf, tu savais pas quoi faire, mais en fait, c'est pas parce que tu connais rien au réseau, c'est des trucs des fois un peu basiques, mais plein de tâches, toutes différentes, des fois avec une récurrence, faut les faire tous les jours, et c'est comme ça, il faut faire attention, et puis de la rigueur, énormément de suivi, lui, il en est où, est-ce qu'il nous a payé, 30 jours sont passés, oui, non, attends, je fais la relance, vraiment, c'est ce côté suivi, rigueur, le planning aussi. Le planning des posts, à quel jour on poste ça, attends, parce que là on a une collab, donc ça serait bien qu'on mette pas ça là, mais qu'on mette... Et moi, en fait, c'est trop d'informations pour mon cerveau. Et des fois, j'ai du mal, donc on essaie de s'organiser avec des Google Agenda, des fichiers Excel, mais ce qui est très cool, c'est que du coup, je me sens... j'ai l'impression d'avoir quelqu'un sur qui je peux compter, qui a une vision claire de tout. Il est au courant de tous les projets en cours, tout l'agenda, tous les deals, tout, absolument tout. Et du coup, ouais, je me dis, ok, c'est pas grave si j'oublie quelque chose. Bon, je devrais pas dire ça, mais c'est un peu l'idée et ça me décharge mentalement. Parce que je sais que tout est noté quelque part. Il est ultra organisé. Il a vraiment une note pour tout, tu vois. C'est incroyable. Mais c'est un truc de fou. Le premier jour où je lui ai tout expliqué, je lui dis, ouais, il y a ça. Ah oui, puis une fois, on avait dit qu'on relancerait machin. Le mec a noté le moindre détail de ce que j'ai dit. Et quelques mois plus tard, il me fait, ouais, ça, je l'ai fait. Je t'ai jamais dit de le faire. Il dit, mais si, le premier jour, tu te souviens, tu m'as dit, c'était un truc à faire pour plus tard. Mais je l'ai fait, c'est bon. Et franchement, il m'a impressionné. Bah, il m'impressionne encore tous les jours. Franchement. Faut pas donner son contact, sinon tout le monde va bosser avec Gaëtan. Laissez-le moi. Donc, non, c'est. Et c'est quoi le secret de la réussite de travailler en couple ? Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent, oula, mais travailler avec mon copain ou mon compagnon. Je pourrais pas le faire. Ouais. Comment toi tu fais ? Alors, je sais pas exactement, je saurais pas vous donner, je pourrais vous donner peut-être plusieurs ingrédients. On a la chance de s'entendre énormément, vraiment on s'entend extrêmement bien. Notre relation aussi est énormément basée sur la communication, donc forcément ça aide aussi pour le travail. Je pense qu'on se ressemble beaucoup aussi. On est tous les deux, on aime on aime beaucoup travailler, enfin en tout cas on est des bosseurs, on va pas rechigner à la tâche. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours dit par rapport à Gaëtan, mais également me concernant. Par exemple, le fait de mettre 3000 livres dans des enveloppes, si ça fait gagner 1,50€ par livre, moi je le fais. Vraiment, en fait à un moment donné, je peux être butée et travailler comme une malade mentale.
Et lui, il est comme moi, tu vois. Et il y a des fois où on est là, il est 23h, et on se dit, il faudrait faire les campagnes et tout. Il faut aller se coucher. Puis on se regarde, on les fait maintenant. C'est un peu comme des oufs, tu vois. Et on finit, il est 5h du matin, on se couche, on dit « Putain, on a fait les campagnes trop bien et tout, hâte de voir le résultat !» Et c'est ça, on est tous les deux pris par le truc. Je pense que du coup, une autre composante, c'est qu'en fait, c'est win-win, tu vois. On est vraiment à 50-50. C'est pas il travaille pour moi, c'est aujourd'hui, tout ce qu'on gagne, déjà, on le divise en deux. Et ça, c'est pas facile. J'ai une anecdote là-dessus, sur mon... Je sais pas s'il verra cette vidéo, ok ? Mais... sur mon ancien compagnon qui essayait aussi de m'aider en fait, mais on n'a pas réussi à trouver cet équilibre à l'époque. À un moment donné, il y avait eu un truc où on devait poster des vidéos sur une plateforme américaine et tu avais des paliers de rémunération en fonction des vues que tu faisais. Et le max que tu pouvais atteindre, c'était $3,000. Et c'était assez incroyable pour moi. C'était les premières fois où je commençais à gagner de l'argent, où ça dépassait les quelques centaines. Et je me donne à fond. Vraiment, moi, je me donne. Et parce que forcément, c'était des vidéos. Donc lui, il fait pas grand-chose. Mais à ce moment-là, on se dit, imagine, on gagnait $3,000 et on s'était dit, on s'achète un nouveau lit, tu vois. Vraiment, tu sais, à l'époque, quoi, tu vois, t'as des besoins très primaires. Hein. Et en fait, un soir, je sais pas, il est 23h. Et là, je reçois un mail de PayPal. La société machin vous a transféré $3,000. Et là, je suis là, tu vois, je bug sur mon ordi, je dis putain. J'ai mis, je crois, une demi-heure, 45 minutes avant d'aller lui annoncer. Il était dans le canapé, dans le salon. Et en fait, parce qu'entre-temps, je me suis mise à pleurer devant mon ordi parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'étais pas capable de partager. Je suis allée le voir en pleurs, en lui disant, écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on a gagné $3,000. La mauvaise, c'est que je suis pas capable de te donner la moitié. Et là, tu vois, c'était dur. C'est dur parce que je m'en suis rendu compte et que je me suis dit, ça va être compliqué. Parce que je savais que j'avais fait vraiment 99% des efforts. J'avais fait les vidéos montées, j'avais même posté, enfin tu vois, c'est moi qui avais tout fait. Et de me dire, parce que t'es là, t'as le droit à la moitié. Et ouais, ça a été vraiment un point de bascule où je me suis dit, bon, c'est compliqué de travailler avec la personne avec qui t'es, si t'es pas capable de lâcher la moitié de ce que t'as. On avait nos comptes séparés, enfin tu vois. Et en fait, quand Gaëtan est rentré dans ma vie, là, je me suis dit, j'ai senti une vraie différence sur ça. J'ai l'impression que mon argent, c'était son argent. Tout ce que j'avais, c'était à lui. Enfin, c'était incroyable. Moi, je n'avais jamais partagé comme ça de ma vie. Et là, j'avais envie de tout lui donner, que vraiment mettre son nom sur tous les trucs où il y avait mon nom, ça me posait aucun problème. Donc, pour le travail, ça s'est transposé. Et finalement, ça a été la continuité de cette façon de voir notre couple. Et du coup, forcément, on est tous les deux impliqués à 50-50. On gagne aussi 50-50 des revenus. Et moi, je suis très contente de ça. Je suis très contente de lui offrir ça aussi. Parce qu'on est profil ingénieur, donc il gagnait sa vie comme un ingénieur. Moi, je voulais lui offrir une vie où il gagnait pas moins, où tu vois, il était content aussi d'avoir changé de vie pour moi. Donc, je suis tous les mois très contente, en fait, de pouvoir lui verser son salaire quelque part. Même si, du coup, il se le verse tout seul, puisque c'est lui qui gère la compta, tu vois. C'est lui qui me verse mon salaire, en vrai. Mais donc, je dirais, ouais, là, ce côté être... au courant que c'est 50-50 sur tout, mais 50-50 sur les gains et sur les efforts. Et quand tu vois que sur les efforts, t'es à 80-20, mais je pense que c'est pareil quand t'es associé. Enfin, j'ai jamais eu d'associé, c'est mon associé maintenant, mais avant ça, jamais eu d'associé, mais c'est quelque chose pour moi qui semble très difficile, tu vois, de te dire, s'il y en a un qui fait tout et l'autre qui fait rien, comment ça on fait moite-moite, tu vois, c'est... Et je pense que ça se discute, évidemment. Je pense que vous avez sûrement eu ce genre de discussion et peut-être qu'il y a une... Voilà, s'il y en a un qui à un moment donné qui est frustré, ça peut créer des points de tension. Donc ça, je pense, c'est important, la communication. Et après, c'est quoi la clé de la réussite, tu dirais, la clé pour que ça on s'entende bien? Je sais pas, en plus de ça, vous vivez ensemble, vous Ouais. travaillez ensemble. Vous arrivez à séparer vie privée et vie pro ou pas du tout? C'est un rire qui veut dire non, j'imagine. En vrai, pas trop. Au tout début, tu sais, on s'était donné un peu des règles en mode ouais, on sépare et tout, machin. Et en fait, on n'arrive pas trop à séparer, mais parce qu'on est encore pris par ça, tu vois. On a mis des petites choses en place. On s'est installé un bureau pour avoir le côté, dès qu'on ouvre cette pièce, c'est le bureau. Quand on ressort, c'est plus le bureau. Enfin, tu vois, c'est un peu abstrait, mais bon, voilà. On se fait une sortie par semaine, un peu en mode on va au resto, on coupe et tout.
la dernière fois qu'on est allé au resto, on a parlé business. On était en mode, ouais, on va faire ça et tout. On est sortis, on est en mode, on travaille ce soir? Ouais, on travaille, tu vois. Mais c'est genre, on est des fous, en fait, sur ça. Et du coup, non, on n'arrive pas à faire la part des choses. Mais en même temps, je pense que c'est parce que, quelque part, ça nous anime. Ça nous anime tellement que si, quand on est au resto, on a envie de parler de ça, c'est que le sujet nous fait plaisir et nous intéresse et nous fait vibrer. Donc, ouais, on n'arrive pas à couper, mais en même temps, je pense qu'on le vit pas si mal que ça. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais... Tu dis ce que tu penses, il n'y a pas de... Je vais pas parler en ton nom, en tout cas. Si c'est un job passion, ouais, c'est normal. Et je pense qu'il y a plein de gens qui rêveraient de pouvoir dire justement j'ai envie de bosser ce soir jusqu'à minuit parce que mon taf me fait tellement kiffer. Ah oui. Mais c'est pas le cas pour tellement de gens. Non, c'est pas le cas pour tellement de gens. Moi, je pensais être une grosse feignasse avant. Quand j'étais salariée, je faisais des sites internet. Je regardais ma montre tout le temps. Vraiment. Heureusement que ça fait quelques années que c'est passé parce que j'aurais eu honte de dire ça, mais j'étais tout le temps là à dire la dernière fois que j'ai regardé ma montre, c'était il y a 7 minutes, super. Et ça passait pas. Et j'étais là. Et des fois, j'ai l'impression que je bougeais ma souris lentement pour que les minutes passent plus vite. C'était un enfer. Vraiment un enfer. Et je me suis dit, et j'étais que en alternance, tu vois. Et je me souviens, je me disais, mais Lorraine, tu tiendras pas la vie, tu vois. C'est genre. 40 ans à faire. Il y a 40 ans à faire, mais tu crois quoi, tu vois? Et je me disais, wow, je suis vouée à être malheureuse, je commençais à pas être bien, quoi. Et du jour où j'ai été indépendante et que j'ai vu à quel point je pouvais soulever des montagnes, je dis, mais en fait, le problème, c'était pas le travail en soi, c'était ce que je faisais, ou le cadre dans lequel je le faisais, ou l'entreprise, ou simplement peut-être parce que je le faisais pour quelqu'un. Voilà. Ouais. Ça a souvent été une réflexion de me dire, en fait, j'aime pas travailler pour quelqu'un, j'aime aussi être libre de mon temps, même si... Ce qui est assez drôle, c'est que souvent les entrepreneurs te disent ouais, c'est pour la liberté, et en fait ils sont moins libres que les autres, tu vois. Alors c'est vrai, oui et non, parce que t'es libre de pouvoir faire des trucs. Par exemple, moi quand je vais faire le shopping, bah, c'est le lundi, tu vois. Il y a personne, c'est génial, et j'irai pas le samedi. Par contre le samedi je travaille. Donc ça dépend de ton point de vue. Tu peux te dire ouais, mais moi le samedi je suis en week-end, hein, je travaille pas. Oui, mais moi le lundi, déjà moi j'ai plus la boule au ventre du dimanche soir, et lundi je vais faire le shopping et il y a personne. Donc la vendeuse dans le magasin, elle s'occupe de moi, tranquille. J'ai le droit de prendre autant d'articles que je veux dans la cabine parce qu'il y a pas une queue et tout. Donc t'as une liberté, mais c'est toi qui choisis un peu la liberté que tu souhaites avoir, et surtout qu'est-ce qui est la liberté pour toi finalement. Mais finalement c'est marrant parce que oui, on a l'impression de travailler plus et finalement d'être moins libre. Mais bon, c'est une question de perception, quoi. Est-ce que dans 40 ans tu seras encore derrière la caméra en train de faire des vidéos? Je sais pas du tout, et je préfère pas me poser la question. Je pense que ça me fait flipper parce que j'ai pas choisi ce métier. Je suis un peu tombée dedans comme ça. J'aurais pas fait 5 ans d'études si en fait j'avais fait ça, su que je voulais faire ça dès le début. Donc comme je ne savais pas que j'allais me retrouver là, je sais pas où je vais me retrouver dans 5 ans, 10 ans, 40 ans. Donc je préfère me laisser porter. Et voilà. Et je trouve que la vie m'a enseigné aussi... que des fois des choses négatives finissaient positives, comme perdre, comme l'échec, tu vois. Et donc finalement ça me fait plus profiter. Je me dis finalement peut-être que la vie c'est une sorte de balade. Des fois tu tombes sur des cailloux où tu te dis waouh, ça fait mal, et puis après tu te dis mais putain, si j'avais pas eu mal comme ça, j'aurais pas eu autant, ça m'aurait pas fait autant de bien après. Et donc maintenant j'essaie de prendre un peu de recul avec la situation et de me dire juste regarde, c'est comme un film ou une série que t'es en train de regarder et hâte de voir la suite, tu vois. Genre et maintenant quand il nous arrive des merdes, et franchement il nous est arrivé des merdes dernièrement, je sais pas, j'arrive à tellement relativiser et me dire bon, il doit y avoir une certaine justice, on aura des trucs bien après, tu vois. Et je fais confiance en fait à une sorte d'équilibre. On s'est fait en l'espace de 3 mois il s'est fait voler les 4 pneus de sa voiture dans un garage souterrain, enfin hyper sécurisé. Moi, je me fais voler ma voiture entière et on se fait cambrioler en 3 mois de temps. Et tu sais, tu te dis, c'est pas possible, la vie nous en veut. Et en fait, on nous dit, vous êtes pas traumatisés? Bah non. Tu sais, la vie continue et puis voilà. Après, on a eu moi, je me disais, c'est peut-être mon esprit, hein, mais je me disais, s'il nous arrivait des merdes, il va nous arriver des sacrés trucs bien, hein, parce que mon père, il avait toujours ce truc de dire,
quand trop de choses étaient bien, il disait il va nous arriver une tuile. Ouais. Tu sais, genre il dit toi t'as eu ton permis, toi t'as eu ton diplôme, toi t'as eu ton nouveau taf. Oh putain la tuile qu'on va se taper. Et je pense qu'il m'a matrixé sur le fait que l'univers il y a un équilibre. Je sais pas d'où ça sort, mais que le plus, le moins et tout. Et donc en fait maintenant à l'inverse je me dis quand il y a trop de moins, il va nous arriver des trucs cool après. Et ça m'aide à mieux dormir, à me sentir mieux. Mais du coup voilà, je sais même plus pourquoi je vous racontais ça. Ouais. On te souhaite pas trop de succès alors, parce que sinon... Mais là, c'est hyper intéressant, parce que ça fait... Enfin, j'ai envie de faire écho à ce que tu disais au tout début, à ta relation à l'échec quand t'étais petite. Quand tu faisais un sport, t'avais une galère, j'ai envie d'arrêter. Et la vie de créateur de contenu, c'est un enchaînement ultra rapide de grands succès et de grandes périodes de, pas de défaite, mais de down, de remise en question, de... Putain, je fais 3 vidéos, ça marche pas, j'ai pas de vues. Carrément. Y a déjà eu des moments où tu t'es dit... j'ai envie de tout arrêter. Oui, bah du coup oui. Quand j'ai essayé de faire une vidéo par jour pendant 1 mois, là tu te dis c'est bon, j'ai donné mon âme, ça marche pas, donc clairement c'est mort. Il y a eu aussi une période qui a été un peu difficile où mes vidéos étaient diffusées sur d'autres pages. Avec mon autorisation bien sûr, pour me donner un peu plus de visibilité. Donc t'avais Marmiton, Super Bon, Minute Buzz, ce groupe-là. Et le problème, c'est que du coup, mes vidéos étaient vues par des personnes qui ne me connaissaient pas personnellement. Donc pas ma communauté bienveillante. Et là, c'est la première fois de ma vie en fait où j'ai fait face aux haters. Alors, je savais pas que ça existait en pâtisserie, mais apparemment si. Et alors là, j'ai découvert à quel point il faut être créatif pour vraiment... défouler leur haine, c'est dingue. C'est pas juste, c'est de la merde ce que tu fais. Non, c'est... Attends, je vais essayer d'en retrouver, mais c'était assez incroyable. Une personne, une fois, j'avais fait du pain, et apparemment, je l'avais pas fait comme il fallait. Et il m'a dit, je préférais ravaler mon vomi que de manger cette merde. J'ai dit, ok. C'est poète. Hein. Non, mais c'est bien, tu vois. Une personne qui m'a dit, si elle fait son pain comme ça, elle devrait aller se pendre. Tu vois, et je me disais, c'est une baguette, tu vois, calmez-vous. Au pire, vous l'avez même pas mangé, c'est moi qui l'ai mangé, détendez-vous, quoi. Et je me suis dit, et en fait, tu t'as beau te dire, c'est des cons, bah non, tu l'as lu, trop tard, tu l'as lu. Et j'en ai pleuré, hein. Je me dis, il y a des gens, moi, qui ai un problème avec le jugement des autres, je me dis, il y a des gens qui pensent du mal de moi, tu vois. De mes baguettes. Alors, voilà, de mes baguettes. Et ces gens, je les connais pas, hein. Pourtant, j'ai pas envie d'être pote avec eux, vu ce qu'ils disent, mais ça me touche quand même ce qu'ils disent. Et donc là, ça a été difficile, mais finalement, ça a été la seule petite période. Ça n'a pas été très long. Hein. J'ai aussi très vite arrêté, du coup, de mettre ces vidéos-là, mes vidéos, auprès d'une audience qui n'est pas la mienne. Et en fait, depuis, très sincèrement, des haters... Alors, je sais pas, vous avez l'habitude peut-être de discuter avec des créateurs, moi, un peu moins. Mais je sais pas si aujourd'hui, il y a moins de haters ou plus. Nous... ça ne fait absolument pas partie de notre quotidien. C'est anecdotique quand d'un coup on tombe sur une personne et très souvent c'est quelqu'un où on lui avait pas répondu, tu sais, en message privé, et là on remonte le fil, on dit ok c'est bon, c'est un haters, mais c'est son passe-temps en fait. On dirait que c'est presque un métier tellement il y a aucun message positif. Et t'as beau leur dire mais écoutez, désabonnez-vous si vous êtes pas content, et ils te répondent t'as la rage, tu vois. Non, tout va bien. Vraiment, des fois, on se tape des barres, c'est incroyable. Et ça arrive une fois par mois, où on tombe sur très anecdotique. Et tout le reste du temps, si vraiment quelqu'un, pareil, encore une fois, très rare, va pas être en accord avec quelque chose, moi, je reçois un pavé énorme avec énormément de politesse, bienveillance, de disclaimer en disant moi, je veux surtout pas juger, etc. Je dis juste ça parce que je pense ça et machin. Et après, on discute et elle me dit je suis trop contente d'avoir discuté avec toi. Et finalement, je me rends compte que si et ça. Donc non, ça ne fait absolument pas partie de notre vie aujourd'hui, mais ça a été très difficile quand c'est arrivé. Et je suis contente aujourd'hui de ne pas avoir ça dans ma vie parce que je pense que ça m'aurait fait arrêter. Je me sens pas assez forte pour supporter ça. Quand tu donnes tout ton temps pour diffuser du contenu gratuit aux gens, et je dis souvent aussi, ce qui est difficile dans notre métier, c'est de réussir à gagner notre vie sans que les gens payent pour ce qu'on fait. Donc nous, on doit se débrouiller pour aller trouver de l'argent quelque part, d'une certaine manière, sans que ce soit notre consommateur final qui paye pour avoir les vidéos gratuites sur Internet. Donc ça demande un peu de challenge, de complexité, c'est stimulant, mais du coup, derrière, d'avoir, de se faire récompenser par des c'est de la merde ce que tu fais, etc., moi, c'est bon, je signe pas pour ça.
Donc heureusement, je n'en ai pas, mais je pense que ça m'aurait fait arrêter, c'est sûr. Je suis curieux d'avoir ton avis. Moi, c'est un sentiment que j'ai, je pense qu'on partage, sur les haters, justement. J'ai l'impression que ça dépend beaucoup d'une plateforme à une autre. Ouais. Tu vois, nous, je te disais, on poste nos vidéos un peu partout, même sur Facebook. Ouais. Sur TikTok et Instagram, c'est plutôt bienveillant. J'ai l'impression que on n'a pas trop de haters. Par contre, Facebook, il se passe quelque chose là-dessus. C'est un délire. Incroyable. Ouais. Je suis carrément d'accord. Le peu de fois, les cas rares dont je te parle, c'est Facebook. Ouais. C'est toujours, je sais pas si, franchement, j'arriverai pas à expliquer, parce que moi, je me suis toujours dit, c'est des personnes plus âgées, plus matures, tu vois, elles vont pas perdre leur temps à ça. Mais j'ai l'impression que si, en fait. Et au contraire, elles ont que ça à faire. Et non, j'arriverai pas à l'expliquer. Des fois, j'essaie d'avoir des discussions avec ces personnes-là, parce que je me dis, allez, challenge et tout. Puis tu sais, comme ça sort de mon quotidien, je me dis, allez. Et je vois des gens qui sont hyper virulents, hyper méchants, et puis je réponds des fois en disant est-ce que vous savez que je lis ce que vous écrivez? Et tu sais, ils sont pas là en mode ah merde, bah ouais alors, oui, bah du coup c'est hyper blessant, bah ouais mais tu le mérites, ok. Puis si je continue, j'essaie de creuser, je dis bah j'espère que vous apprendrez pas ça à vos enfants, enfin tu vois, te dire bah tu vois c'est pas cool quoi, vos enfants sur les réseaux à parler comme ça. Et là, on me dit, ouais, j'espère que les réseaux, ça n'existera plus. Je dis, arrêtez d'être dessus si vous voulez que... Oh, ta gueule, tu me saoules, tu vois. Et direct, là, tu dis, ok, je pense que je vous saoule parce que j'ai raison. Et en fait, là, ça part... c'est interminable. Mais du coup, à ce moment-là, je regarde l'heure qu'il est. Je me dis, ok, là, il est genre 20h30. Que fait une personne lambda à 20h30, un mardi soir? Bon, t'as peut-être fini de manger, tu viens peut-être te poser dans le canapé, les enfants sont douchés, sont au lit. Et je me dis, ok, donc cette personne, il y a peut-être 90% de chances pour qu'elle soit chez elle, dans son canapé, sur son tel. Et la meilleure chose qu'elle a trouvé à faire, c'est d'aller s'embrouiller avec quelqu'un qu'elle connaît pas. Ouais. Et là, ça me rend triste au possible, parce que je vois pas l'intérêt. Et pourtant, ça m'arrive tellement de fois de tomber, notamment sur TikTok, sur des vidéos où je me dis, je suis tellement en contradiction avec ce qu'ils sont en train de dire. Des fois, ça me touche tellement où j'ai vraiment envie de mettre un message, un commentaire. Et ça fait, je sais pas combien d'années que les réseaux existent, mais je n'ai jamais cédé à la tentation de mettre un commentaire négatif ou de dire exactement ce que je pensais quand j'étais en contradiction avec ce qui se disait. Parce que je me suis rendu compte que ça ne m'apporterait rien, si ce n'est me rajouter un peu de haine ou de colère sur l'instant, de du coup recevoir encore plus de colère, parce que évidemment la personne, c'est pas en un commentaire que je vais la convaincre, elle a quand même fait une vidéo sur le sujet, donc si je suis pas d'accord, c'est pas un commentaire qui va changer la donne, mais en fait je me dis ça va me porter que du négatif. Si c'est le matin, ma journée elle va être entre guillemets niquée. Si c'est le soir, je vais me dire que ma journée a été pourrie parce que je me souviens que de ça, et en fait pas d'intérêt. Et je me dis allez, scroll un coup, dans 3 vidéos t'auras oublié ce que t'as vu. C'est évident. Dans 3 vidéos, je serais « Oh, t'as vu le petit chat ?» Voilà, allez hop, c'est bon, on a oublié. Et du coup, moi, je m'impose cette discipline, entre guillemets, même si on est tous de nature à vouloir dire ce qu'on pense, comme ça. Et ça me fait beaucoup de peine, en vrai. Ça me fait vraiment de la peine pour ces personnes-là. J'y vois une sorte de détresse, et je me dis c'est dingue de pas se rendre compte qu'on est en train de faire une activité qui nous fait du mal. C'est-à-dire qu'ils prennent, c'est un choix qu'ils font d'écrire ce genre de choses, d'aller casser du sucre sur quelqu'un qu'ils connaissent pas, et ils seraient incapables de le faire dans la vraie vie. Donc je me dis que c'est quoi, à quel point t'es mal dans ta vie pour aimer faire ça. Donc voilà, j'y vois beaucoup de tristesse, et c'est dommage, parce que plus il y a de haters, je trouve, et plus ça montre qu'on a un problème, tu vois, dans notre société. Là, la question qui arrive pile poil, c'est pain au chocolat ou chocolatine. Et là, c'est bon, tout le monde se déchaîne, les haters sont en folie dans les commentaires. Ouais, c'est ça. Là, ça va. Moi, je dis toujours pain au chocolat. Et d'ailleurs, j'ai un très bon argument. C'est qu'ayant passé le CAP pâtisserie, la référence en France, d'accord, on dit pain au chocolat. Donc à partir de là, je veux rien savoir. Ça, c'est l'extrait qu'on mettra sur TikTok, comme ça va. Tout le monde va se déchaîner. Est-ce que c'est pas le meilleur argument, en vrai? Moi, je trouve, en tant que team pain au chocolat, je trouve ça évidemment un très bon argument. C'est comme dire que c'est dans le dictionnaire, donc c'est, tu vois, à partir du moment où un mot est dans le dictionnaire, ça devient la référence. C'est vrai, ouais, c'est pas mal. On a un exercice en général qui est de faire des fortune cookies, dans lesquels on glisse des petites questions. Mais non. Sauf que on s'est dit, la dernière fois qu'on a fait des fortune cookies, ils avaient une tête qui ressemblait plus à rien.
À des pancakes d'il y a 3 semaines. Ouais, voilà. Pliés en 2. Du coup, on n'a pas fait les fortune cookies, mais on t'a ramené une petite poche dans laquelle tu peux piocher des questions. Alors, pour information, il y a une très bonne recette de fortune cookies sur ma chaîne YouTube. Et ils ressemblent vraiment à des vrais. Ah ouais, je vous conseille. Parce que j'ai testé une recette marmiton et le résultat n'était pas top. Démonstration de... Voilà, démonstration. Donc laisse piocher un petit papier et tu pourras répondre à la question qu'il y a dessus. Alors... Le plus grand chef Alors moi, du coup, c'est chef en pâtisserie. On va dire celui que... j'en ai 2. J'en ai un ancienne école et un nouvelle école. Philippe Conticini, pour moi. Voilà, qui est un grand monsieur. Et j'ai toujours adoré sa façon. En fait, je retrouvais peut-être un peu de mon papy en lui. Parce que du coup, c'est une personne un peu plus âgée. Voilà. Et ouais, je pense que je retrouvais en lui cette passion pour la pâtisserie et cette envie de transmettre. Et il s'est mis sur les réseaux il y a quelques années. Et je vois qu'il essaye de se mettre au code des réseaux, donc à faire des vidéos, des lives, mais genre hyper bienveillant, tu vois. C'est-à-dire que quand il parle aux gens, il dit messieurs, dames. Tu vois. Donc en live, c'est trop drôle. C'est bonsoir messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Il est hyper courtois avec les gens et il leur apprend ce qu'il peut leur apprendre, mais sans fioriture et juste avec sa personnalité. Et l'autre chef, ça serait Cédric Grolet, qui du coup pour moi, forcément, je m'identifie sur le côté pâtisserie et réseaux sociaux. Et je trouve que voilà, il nique le game sur les vidéos qu'il fait. Ce que je trouve marrant, c'est que je vois en ce moment qu'il se fait copier par d'autres grands chefs. Je les citerai pas, mais je vois qu'ils essayent de faire un peu les vidéos qu'il fait lui. Et Cédric, je sais que lui, il fait ses vidéos lui-même, il fait le montage et tout. Donc je me dis, c'est pas, tu sais, t'as pas un chargé de com qui est là, qui dit allez mec, pendant 2 heures on tourne et tout. Il fait vraiment tout lui-même. Et je me dis, ok, il a réussi à éclater les réseaux avec de la pâtisserie assez haute voltige. Et aujourd'hui, quand tu vas à Paris et que tu vas aller dans une de ces pâtisseries, il y a la queue, quoi. Et c'est extrêmement cher aussi, pour ce que c'est. Voilà. Donc, ça me fait penser à plusieurs trucs. Est-ce que tu as déjà pensé ouvrir une pâtisserie ? Alors, ça a été la question fétiche de ma mère pendant longtemps et de beaucoup de personnes, parce que quelqu'un qui aime la pâtisserie, il fait quoi ? Il ouvre une pâtisserie. Voilà. Et j'avais donné cet exemple à ma mère en lui disant, écoute maman, je vais t'expliquer un truc très simple. Aujourd'hui, là, il y a quelques jours ou quelques mois, j'ai posté une vidéo de Paris-Brest et avec la monétisation, j'ai gagné 900 €. Dans une pâtisserie, pour gagner 900 €, c'est pas un Paris-Brest. Je pourrais jamais vendre un Paris-Brest de 900 €. Et le plus fort dans l'histoire, c'est que ce Paris-Brest, c'est moi qui l'ai mangé à la fin. Donc, à quel moment j'irais me faire chier à faire, je crois, 100 Paris-Brest à vendre 9 € que je peux pas manger, alors que si j'en fais un, que je mange, tu vois, et le temps, le ratio et tout. Donc, en fait, il y a ce côté où moi, déjà, je transmets et j'adore la transmission. Pour ça aussi que je suis passée par Coach Google, prof. J'adore apprendre des choses aux gens. Donc, ce format tuto aussi, il me plaît énormément. J'ai l'impression d'être utile. Et quand on me pose des questions, je me dis, putain, il me pose des questions à moi. C'est-à-dire qu'ils pensent que j'ai la réponse, tu vois. Et le simple fait qu'on se dise, Lorraine, elle sait, je me dis, mais c'est génial comme sensation. Et on n'y pense pas assez souvent. Hein. Et donc, la transmission, j'adore. Alors qu'en pâtisserie, on vient t'acheter tes choses. Les gens sont, du coup, très... mais ils t'attendent au tournant, tu vois. Il n'y a pas, ça ressemble à peu près à un Paris-Brest, c'est cool. Non, là, il faut qu'il soit parfait parce que j'ai goûté le Paris-Brest de machin, il est un peu mieux et tout. Donc, c'est très transactionnel. Ouais, c'est ça, tu vois. Que là, non, t'apprends aux gens à faire un Paris-Brest et ils sont trop contents de t'envoyer une photo en disant « Regarde mon Paris-Brest !» Et je l'ai fait à ma famille, ils sont trop contents, je suis trop fière de moi. Mais ça, tu vends un Paris-Brest ou tu fais une vidéo de Paris-Brest, la valeur, alors monétaire certes, mais ensuite de choses qui ne sont pas palpables, ça n'a rien à voir. Moi, je reçois tous les jours des dizaines de photos de gens qui disent « J'ai fait ta recette », des fois des photos avec des enfants qui sont en train de pâtisser et tout, qui disent « Ah, ils sont trop bons les cookies de Lorraine et tout ». Mais moi, je craque, je fonds, tu vois, c'est incroyable. Et j'ai aussi une anecdote par rapport à ça. Vous aimez bien les anecdotes ? Quand c'était au moment du Covid et mon compte commençait un peu à grossir. J'avais encore la chance de pouvoir répondre à tous les messages à ce moment-là. Même si ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, à un moment donné, tu passes un cap où tu n'y arrives plus.
t'as beau dire, toujours des influenceuses pour dire « Oh, les filles qui disent qu'elles n'arrivent pas à répondre à tous les messages, c'est pas vrai, machin. » Bah moi, je vous donne mon compte quand vous voulez. Hein. Mes comptes. Parce que s'il y avait que Insta, ça irait. S'il y avait que Facebook, ça irait. Mais on a les mails, Facebook, Insta, et messages, commentaires, les commentaires de tous les posts aussi, parce qu'il y en a qui remontent bien loin pour faire les trucs. Donc non, c'est ingérable, mais on essaie de répondre au max. Donc là, j'arrivais à répondre à tout le monde et surtout, j'arrivais à discuter longuement avec les personnes. Et là, j'ai une maman, un jour, qui m'envoie un message et qui me dit, juste pour remettre dans le contexte, moi, je fais des vidéos sur Internet, voilà, je fais des vidéos sur Internet, il y a des gens qui les regardent, tu vois le compteur de vues, et puis tu dis, oh, il y en a quelques-uns qui les refont, et tu te rends pas compte, en fait, tu dis, je fais des vidéos sur Internet, vraiment, c'est tout. Et là, cette dame, elle me dit, écoute, moi, en fait, j'ai un parcours de vie un peu difficile, j'ai un petit garçon, mais pendant des années, on était avec quelqu'un qui me battait, qui battait aussi mon fils, je crois. Elle dit, mon petit garçon, il sourit plus depuis des années. Moi, je suis profondément malheureuse, c'est horrible et tout. Et elle me dit, mon fils, il est tombé sur une de tes vidéos et il m'a dit qu'il voulait refaire une de tes recettes. Et elle me dit, c'est la première fois que depuis des années, je revois mon fils sourire. Et depuis, elle dit, j'ai la chance, j'ai un peu les moyens. Donc, elle lui a acheté un robot de pâtisserie, genre à 600 balles, tu vois. Et elle m'envoie une photo où il est là avec un iPad, une vidéo de moi, en train de refaire une recette. Et elle me dit, maintenant, tous les mercredis, on fait une recette. Et je te remercie parce que grâce à toi, je peux revoir enfin un sourire sur le visage de mon fils. Et waouh, je me suis fait chialer, tu vois. Et cette anecdote, je crois que je la raconte, elle me touche, tu vois, parce que derrière ton écran, tu te rends pas compte à quel point tu peux changer la vie des gens et tu dis, je fais que des vidéos sur Internet, je fais que des pâtisseries. Ouais. Et en fait, il y a vraiment des personnes de plus en plus, donc je m'y habitue pas encore, mais les gens qui prennent le temps de t'écrire, de te faire un mail pour te dire, tu m'as donné envie de me reconvertir, de quitter mon boulot que j'aimais pas, parce que tu m'as prouvé que c'était possible et tu m'as réconcilié avec la pâtisserie. J'ai des personnes qui vivaient de la pâtisserie, qui ont arrêté pour un accident de travail et qui ne voulaient plus voir la pâtisserie en peinture et qui me disent, grâce à toi, je suis réconciliée avec et je vais repartir dans ce travail-là alors que je pensais que c'était plus possible. Des personnes qui se reconvertissent et qui disent, ça y est, tu m'as donné envie, tu m'as motivée et tu m'as inspirée. Enfin, en fait, et des personnes aussi qui, disaient, moi j'étais malheureuse et puis je caricature, mais c'est un peu ça. J'étais malheureuse et depuis que je fais des gâteaux grâce à toi, je suis heureuse. Et là, tu te dis, en fait, ça va plus loin que faire des vidéos sur Internet. Ça va plus loin que juste faire des pâtisseries avec sa caméra. Et quand ça a un impact comme ça profond chez les gens, c'est fou. J'ai d'autres personnes... Et enfin, vraiment pour moi, ce lien-là que j'ai et l'impact que j'ai chez les gens, je le sous-estimais et c'est ce qui me touche le plus, vraiment. Une fois, une personne, c'est un monsieur qui me dit, écoute, c'est bientôt l'anniversaire de ma femme et chaque année, j'essaie de me dépasser pour le cadeau. Et il me dit là vraiment, est-ce qu'on peut faire une visio avec ma femme, tu vois, ça lui ferait plaisir et tout. Et je dis, je savais pas quoi dire parce que j'ai pas envie de monétiser ça, mais je me dis, si je commence à dire que je fais ça gratos, je m'en sors plus, tu vois, je peux plus... Donc j'accepte. Et là, cette femme, au moment où elle me voit, elle se met à pleurer toutes les larmes de son corps et tout. Et je me dis, mais what? Genre, je suis personne, tu vois. Et là, tu vois, les gens pleurent en te voyant ou rencontrent dédicaces. J'ai des filles qui ont pleuré aussi. Tu dis, mais je suis personne. Qu'est-ce que... Et là, ouais, c'est là où tu te rends compte. Tu dis, donc j'ai un impact dans votre vie qui est suffisamment grand pour que vous pleuriez en me voyant. Enfin, c'est fou. Et là, ça me fait quelque chose, tu vois. Ce genre de moment me fait me rendre compte que, ouais, ok, il se passe quelque chose et les réseaux, c'est pas juste des réseaux. Il y a des vrais gens qui ont des vraies vies et nous, on voit juste des chiffres, tu vois. On va dire 120 000 abonnés. Ouais, ok, c'est un 1, un 2, un 0, tu vois. Donc, 1, 2, ça fait 3, 0. Enfin, tu vois, genre, c'est des chiffres. Mais là, de les voir et de voir l'impact que t'as dans leur vie, ça... Ouais, là, ça touche. Voilà. C'est ouf, ouais. C'est vrai que 120 000 abonnés, c'est impossible à vraiment réaliser, de me dire... c'est comme si tu étais en train de faire tes pâtisseries au milieu du Stade de France avec 120 000 personnes qui te regardent autour. Il y a quelqu'un... Tu m'as dit le jour où tu as essayé de te représenter. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais que 100 000 abonnés, ça fait tant de stades de foot. Et je sais plus c'était combien. Combien tu mets de personnes? 3-4 stades de foot. Stade de France, c'est 80 000 personnes, je crois, c'est pas ça? Ouais, c'est un grand stade, mais ouais. Ça peut être du 50 000. Ouais. Mais je crois que c'était quelqu'un qui me disait par rapport à mon nombre d'abonnés Facebook. Ouais. Voilà, tu vois. Et là, ça commençait à dire c'est tant de stades de foot. Et là, tu te dis, attends.
Genre tous à la queue leu comme ça, les stades, tu vois, tu rentres dans chaque stade et tout le monde te connaît. C'est quoi ce délire, tu vois? C'est quoi ce métier? Ou t'arrives dans une ville, même pas un village, t'arrives à Lyon, tous les Lyonnais te connaissent. Ouais, et c'est ça. On m'a fait le même parallèle en me disant une ville avec le même nombre d'abonnés, tu imagines, tout le monde te connaît. Ah non, c'est incroyable. Non, c'est fou, c'est incroyable. Ce serait sympa de les rassembler tous dans la même ville. Et tu deviens maire de la ville. Le conquérant Ah ouais, j'avoue. Illimité en pâtisserie, tu sais. Grave. Open bar. J'ai envie de passer du coq à l'âne ou du Paris-Brest au millefeuille, si je peux me permettre. Bien sûr. Est-ce que toi, tu testes des recettes? Enfin, tester dans le sens où tu dis, je vais essayer d'inventer une recette ou je vais essayer de trouver ma propre recette du meilleur machin. Alors, ce qu'il faut savoir en pâtisserie, c'est qu'on peut difficilement inventer des choses. En fait, on peut créer des... Enfin, on peut pas réinventer l'eau chaude, en gros. Tu vois, il y a des bases que tu es obligé de respecter, des process et tout, pour que ça fonctionne. Par contre, tu peux inventer des choses sur les formes, les associations de saveurs, sur à quel point tu vas mettre de fruits à l'intérieur, mais tu veux une gelée de fruits, il faut forcément du fruit et un truc qui fasse le gélifiant, tu vois. Tu peux pas l'inventer, donc après, tu peux changer ton fruit, en mettre plus, en mettre moins. Ton gélifiant, tu peux le changer, plus, moins, mais tu vois, tu peux pas trop réinventer. Par contre, moi, j'avoue que c'est pas ma tasse de thé. Enfin, pas que c'est pas ma tasse de thé, mais je me sens pas assez, je sais pas, créative, mais je vais me laisser inspirer par des choses qui existent déjà, mais pour être complètement disruptive, je sais que je le suis pas. Et je sais que je n'y arrive pas vraiment. Je vais beaucoup m'inspirer, et voilà, essayer de voir ce qui se fait à droite, à gauche, pour essayer de moi-même créer quelque chose, mais ça sera jamais un effet waouh, tu te dis on n'a jamais eu ça ailleurs. Mais ça, je suis hyper honnête avec ça, parce que je suis des comptes qui sont très disruptifs et je me dis ok, ça je l'ai jamais vu, donc il a réussi à l'inventer, il ou elle. Moi, tu vois, moi je l'ai forcément vu quelque part ou vu la moitié de ça quelque part, tu vois. Après, Voilà. tu prends le meilleur des mondes, t'as vu un truc qui Ouais. marche bien ici, tu C'est ça. l'associes avec quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce qui fait du coup un grand chef pâtissier? Bah, qu'est-ce qui fait un grand chef? Je pense que c'est à notre ère. Bah, il y a la communication, parce que tu prends Cédric Grolet, tu prends Cédric Grolet, lui forcément la communication c'est ce qu'il a fait connaître. Après, il avait aussi beaucoup de créations qui étaient très instagrammables, avec des trompe-l'œil, donc forcément t'as une pomme et on te dit c'est une pâtisserie. Ouais. Genre ça ressemble à ça, mais c'est pas ça. Et puis quand il coupe, t'as 50% du gâteau qui est composé de la forme du gâteau. Mais après, bon, forcément, il y a du talent, mais je pense se faire connaître, parce que je suis persuadée qu'il y a énormément de pâtissiers très talentueux qui font des choses merveilleuses et qui malheureusement ne sont pas suffisamment connus et mériteraient à rencontrer du succès. Donc à l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui, ça n'existait pas avant d'avoir des queues comme ça de centaines de mètres pour une boulangerie pour payer 5 €, 7 € un pain au chocolat, alors que c'est 1 € ailleurs, tu vois. Donc je pense que ouais, la communication et le renom que tu arrives à te faire. Cédric Grolet, c'est un pâtissier, mais c'est un créateur de contenu, quelque part. Et c'est devenu une star aussi. Ouais. Donc, ouais, je dirais que c'est quand même se conforter, en fait, à la société aujourd'hui, les tendances et les usages qu'ont les gens, en fait. Parce que quand ils vont aller chez Cédric Grolet et qu'ils ont acheté 7 € leur pain au chocolat, c'est peut-être le seul pain au chocolat de leur vie qu'ils vont prendre en photo, tu vois. Parce qu'ils l'ont payé cher, mais parce que c'est lui, parce qu'il est très beau, pour être honnête aussi, d'un œil pâtissier. Le feuilletage qu'il arrive à faire, c'est incroyable, hein, vraiment. Tous les pâtissiers rêveraient de pouvoir faire ça. Donc forcément, il est parfait, il est magnifique, il est bien dodu, il est parfaitement feuilleté. T'as envie de le prendre en photo. Alors qu'avant, tu vas chercher ton pain, quelques croissants, tu dis pas « Hey, pain au chocolat !» tu vois. Donc forcément, il a tout compris par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une création ou une innovation dans cet univers pâtissier qui t'a marqué récemment? Ici, il n'y a rien, j'ai une question pour rebondir. Ah. Attends, je réfléchis. J'ai rien qui me vient à l'esprit. Quoi? Réfléchis encore. Ouais. Un truc qui m'a marqué? Non, pas spécialement. Non. Et du coup, c'est quoi, Ouais. sinon, ta pâtisserie préférée? Ma pâtisserie préférée, je pense que ça tourne autour d'une tarte aux fraises, tu vois, un truc comme ça. Évidemment. Alors vraiment, une petite pâte sablée, une crème bien comme il faut, à la vanille,
Et des fruits rouges frais pour le sucre. Ah ouais. C'est hyper simple, mais c'est ça. Simple et très efficace. Ouais, c'est ça. Et vous, c'est quoi? Ah. Moi, je pense au merveilleux. Ah ouais? Ouais. Ok. J'adore ça. Team meringue et chantilly. Ouais. Bah, les merveilleux, notamment à Lille de chez Fred, là, que je trouve incroyable. C'est tous les Noëls ou les anniversaires, ce genre de choses, généralement. C'est un peu la tradition. Mon papa, s'il écoute, va faire la queue à 7h du mat, rue Gambetta, pour avoir le merveilleux, parce que sur les jours de fête, il y a une queue de dingue, quoi. Ça, en plus de ça, c'est un petit côté un peu inaccessible. Ouais, c'est vrai. Vraiment sympa. Ok, merveilleux. Je dirais le flan, je pense. Flan vanille assez basique. Basique, quoi. Il n'y a pas plus basique que ça. Mais Ernest et Valentin, à Paris, je ne sais pas si tu connais. Non. Délicieux. Un des meilleurs flans de Paris, j'en ai testé pas mal. Je vous en prendrai la prochaine fois. Ils sont Parce incroyables. que le flan, c'est hyper basique, mais c'est aussi... tu peux vite être déçu. Ouais. Je trouve. Ok. Le flan. On te laisse piocher un deuxième petit papier. Il y a des pièges ou pas? Il n'y a pas de la boule noire. Alors, ton secret... c'est, je crois que la question qu'on pose le plus. C'est quoi? Voilà. Ton secret pour garder la ligne avec toutes ces pâtisseries. Ah bah oui. C'est la question. C'est incroyable. À chaque fois qu'on me rencontre, c'est la question. Ou tourner différemment, est-ce que tu manges tes pâtisseries? Et alors, je sais pas trop. J'ai pas de secret parce que je les mange vraiment. Et j'adore le sucre et je pense que j'ai un problème d'addiction au sucre en plus de ça. Et d'ailleurs, vous me disiez d'où vient ta passion pour la pâtisserie. À la base, j'aime aussi la pâtisserie parce que j'aime la manger au-delà d'aimer la faire. D'accord? Donc oui, je mange mes pâtisseries et tout. Et non, je pense que j'ai la chance d'avoir un métabolisme rapide. Donc je suis un peu active aussi quand même. Alors je fais pas de sport, mais par contre, je travaille beaucoup. Des fois, je suis un peu une pile électrique et tout. Donc forcément, je pense que je dépense plus de calories que ce que j'ingère, même si j'en ingère quand même beaucoup avec les pâtisseries. Et après, peut-être, hérédité génétique, j'ai pas mal de personnes qui sont assez fines dans ma famille, donc voilà, une chance, je pense, mais je fais rien de particulier. Alors du coup, c'est très... D'ailleurs, ça me fait penser à un haters. Une fois, un haters a dit en commentaire, ne reproduisez pas ces recettes, c'est évident qu'elles sont fake, sinon elles seraient pas minces comme ça. Genre, Kezako, A plus B. C'est immangeable, sinon elle serait pas comme ça. C'est énorme. C'est évident qu'elles sont fausses, ces pâtisseries, sinon... Inventif, ça a été. Non, mais c'est fou. Genre, la corrélation, et je me suis dit, ah ouais, donc si je suis mince, mes recettes marchent pas. Par contre, si j'étais fat, évidemment, ça fonctionnerait. Ce serait un argument marketing. Non, mais c'est fou. N'importe quoi. Et t'es tombée dans la marmite quand t'étais petite. Ça t'a immunisé. Oui, c'est peut-être ça, ouais, comme Obélix. Carrément. Tu peux piocher une troisième question si tu veux. Il y en a à peu près 60. Ok. Pour te dire. Mais tu l'as posé, ton dessert préféré. Je l'ai déjà posé. Mince. On s'était spoilé. Ouais. Le compte Insta à suivre. Oh, c'est dur de dire un. Tu peux en dire 2. Oh. Est-ce que toi, il y a peut-être des comptes de pâtisserie aussi qui t'inspirent, dont tu... Je vais souvent suivre des personnes, oui. Parce que ça m'intéresse aussi ce qu'elles font de leur vie. Alors moi, sur les réseaux, je suis un peu particulière. Je m'abonne pas beaucoup. Je suis un peu une abonnée de l'ombre. Je mets pas beaucoup de likes, pas beaucoup de commentaires. Tu sais, c'est très paradoxal. Alors que, tu sais, limite, je vis parce que les gens m'en laissent, mais moi, je le fais pas. Pas pour punir ou quoi que ce soit, pas parce que je suis méchante, mais je suis un peu fantôme sur les réseaux. Je fais que enregistrer des choses, mais parce que ça va me servir pour une vidéo, tu vois. C'est genre de... je consomme comme ça les réseaux. Et sinon, je vais avoir tendance des fois à m'abonner plus à des comptes qui vont compiler un type de contenu que j'aime bien. Donc, c'est pas hyper représentatif. Tu vois, par exemple, t'as Food Pâtisserie qui va, lui, repartager des créations ou des posts de pâtissiers ou même d'amateurs qui ont fait des trucs super, et du coup voilà, eux ils partagent, et moi je suis très contente parce que forcément je bénéficie de plein de contenus différents en m'abonnant à une seule personne. Et après je vais beaucoup scroller forcément sur ma page d'actualité parce que il sait que en gros 90% c'est de la pâtisserie, donc il me connaît bien.
Donc ouais, je sais que food pâtisserie, j'aime vraiment bien parce que je tombe sur des trucs assez sympas. Et après, ouais, je veux pas faire de favoritisme en soi, parce qu'il y a plein de créateurs et plein de pâtissiers que j'aime bien suivre, donc je les mets un peu tous au même pied d'égalité. Ouais, voilà. T'as une relation assez professionnelle en fait avec les réseaux. Ouais. Tu t'en sers comme source d'inspiration. Je m'en sers comme source d'inspiration, comme veille concurrentielle. Enfin, genre vraiment, tu vois, je suis une petite pie en fait. Genre, je regarde et c'est trop drôle parce que on en parle énormément, tu vois, avec Gaëtan et comme je connais l'envers du décor, je sais en fait quand quelqu'un dit ça, pourquoi il dit ça. Là, je sais pas, imaginons, dernier truc en date, une personne, je sais pas, qui vend quelque chose, et puis qui dit, allez, il en reste 50, tu vois. Ouais. Et ça fait un mois qu'elle dit, les derniers et tout. Je me dis, mais c'est qu'elle n'arrive pas à les vendre, tu vois. Et en fait, moi, tous les jours, je suis là et j'attends qu'elle en reparle en me disant, ça n'a pas marché son truc, tu vois, et on en discute en fait parce que je me dis, après je suis pas là pour dire tu vois, pour faire la vilaine, mais c'est plus pour me dire, ok, bah tu vois, ça a pas l'air de marcher, ou après j'essaie d'en tirer des conclusions, tu vois, c'est pas juste pour critiquer des gens ou quoi, mais j'essaie de vraiment, je m'en sers vraiment pour analyser comment ils s'y sont pris, telle personne, elle a essayé de changer son format, ou maintenant elle fait comme ça, ou tiens, est-ce que ça marche? Et puis on regarde les commentaires, on regarde les engagements, on s'en sert vraiment comme un outil pour essayer de nous-mêmes nous adapter, nous améliorer. Et ouais, donc très veille concurrentielle et inspirationnelle, à fond, vraiment. Toi, tu passes beaucoup de temps sur Insta à titre perso pour, voilà. Est-ce que tu as un compte perso hors Cook & Record? Non. Okay. En fait, non. C'est vrai, et c'est incroyable. En fait, je me suis mise sur Insta parce que mon premier compte, c'était sur Facebook. Et c'est des abonnés qui m'ont dit, mais c'est visuel ce que tu fais, tu devrais être sur Instagram. Et je n'avais pas de compte Instagram, donc je dis ouais, ok. Et à l'époque, j'avais une copine qui, elle, avait un compte Insta un petit peu. Elle faisait du make-up, elle faisait du lifestyle et tout. Et donc, je lui dis, bah écoute, est-ce que tu peux m'aider? Donc, je commence à créer un compte, mais à ce moment-là, je me dis pas, ouais, il faut que je sépare et tout. Je dis, attends, je vais déjà essayer de maîtriser la plateforme, poster un petit peu, mais je vais pas me mettre à poster 2 trucs différents, c'est pas possible, c'est chronophage. Donc, depuis le début, j'ai qu'un seul compte. Et ça continue comme ça. C'est pas toujours évident pour le côté perso, quand c'est des personnes que je connais de mon entourage qui m'envoient des messages. Des fois, c'est noyé dans mes messages, donc j'essaie d'être très rigoureuse avec ça, et des fois, quand j'ai pas le temps, j'essaie de toujours garder un œil quand même sur mes notifs et les messages pour me dire, bon allez, j'essaie de pas louper, mais ça m'arrive quand même. Donc après, les personnes qui me connaissent bien savent que c'est pas le canal privilégié, mais sinon, j'en ai jamais vraiment ressenti le besoin finalement. Vu que, voilà, en fait, de manière générale, j'aurais pas posté plus, par exemple, de personnel que ce que je fais déjà avec Cook & Record. De temps en temps, je mets des photos de moi, mais tu me verras jamais en bikini à la plage ou posée. Tu vois, moi, je vais prendre les dernières photos qu'on a prises en selfie comme ça à deux, enfin, des photos de n'importe qui. Le seul avantage que je vais avoir, c'est que j'ai des applications pour retoucher un peu les photos et que je vais retoucher un peu les couleurs, les contrastes et tout, qui fait un petit peu plus instagrammeuse, voilà, tu vois, pour être dans le move. Mais sinon, je posterai pas plus de personnel que ce que je fais déjà à Cook & Record, donc au final, ça me manque pas. Ça, c'est une question que je voulais te poser justement. Tu mets beaucoup de toi, dans ton toi personnel sur ton compte. Oui. Donc c'est au final pas seulement un compte de pâtisserie, c'est un compte de Lorraine qui fait de la pâtisserie. Ouais. Tu disais tout à l'heure, tu faisais des sessions, tu parles de Koh-Lanta, tu montres de tes chats, tu montres ta thalasso, etc. Est-ce que tu penses que c'est bénéfique pour ton compte, où les gens se disent, ah bah tiens, je connais la Lorraine, donc j'ai encore plus envie de suivre ses pâtisseries? Ou est-ce qu'on pourrait se dire à l'inverse, bah non, en fait, moi je suis là pour de la pâtisserie, je m'en fous que Lorraine elle se fasse une thalasso, j'ai pas envie de savoir ça, je veux juste des recettes. Comment tu fais l'équilibre entre ces choses-là, et comment t'as pris la décision de dire, bah non, en fait, je montre aussi ma vie un peu privée? Alors, déjà, on sent la différence Facebook-Insta. Ouais. Facebook, je peux avoir des messages en disant, j'en ai rien à foutre de ta vie, je suis là pour les pâtisseries. Ça, on peut le trouver sur Facebook. Insta, jamais. Et en fait, ça s'est fait progressivement, c'est pas arrivé, c'est pas noir-blanc d'un coup.
Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a encore une fois un petit peu de stratégie, dans le sens où moi, je suis en fait dans une niche quelque part avec la pâtisserie. Donc, pour gagner ma vie, pour aller chercher des partenariats, par exemple, c'est-à-dire que je reste que dans la pâtisserie. Tu peux pas du jour au lendemain dire ah ben attendez, vas-y. Pas loin. Yes. Ouais, non, pas du tout. T'inquiète. Bougez pas, parce que ça va. C'est l'heure où les enfants vont. Ah, c'est la sortie de. Ça va hurler. C'est le week-end pour les enfants. On dit maintenant, tu penses la batterie? Moi, je pense. Et tu peux parler des posts qui marchent le mieux aussi. Oui. C'est un lien tout ça. Merci. C'est vrai qu'on n'a pas partagé tout ce qui était tips and tricks. Je disais... Attends. Sur Facebook, on te reprochait parfois. Ouais, on peut le reprocher sur Facebook, mais sur Insta, voilà, ouais, sur la diversification des partenariats, tu peux pas parler que de pâtisserie et un jour on te propose, tiens, tu veux faire la promo, je sais pas, d'une marque de fringues, bah si tu montres pas aux gens un peu tes tenues, bah ça tombe un cheveu sur la soupe comme ça. Déjà, t'auras sûrement pas la demande, et puis d'un coup ta communauté elle va pas comprendre. Donc il y avait aussi cette petite logique de se dire, en fait, si je veux à un moment donné gagner ma vie aussi, si j'attends que des marques de pâtisserie, il y en a pas beaucoup. Je peux te faire un fichier Excel, une petite liste, et clairement, si on les attend eux, ça va être difficile. Donc le but, c'est aussi de se dire, bah, en fait, déjà, je ne suis pas Madame Pâtisserie, je fais pas que ça de ma vie, j'ai une vie comme les autres, donc je fais d'autres choses, voilà, de mon temps libre. Et donc, il y a un peu aussi, ça rejoint l'idée de capital sympathie dont on parlait la dernière fois. Mais ça s'est pas joué aussi sur je prends la décision, c'est comme ça que ça va se passer. Ce qu'il y a eu, c'est que la première fois où j'ai partagé une photo de moi, c'était une photo où j'ai genre 12 ans et je suis assise à côté de mon papy qui est pâtissier. Et je raconte, j'explique, ah ben voilà, pourquoi j'aime la pâtisserie, blablabla et tout. Et là, cette photo, elle fait plus de likes, de commentaires que toutes mes recettes pas réunies, mais que toutes mes dernières recettes. Là, je me dis, ok, donc quand je raconte ma life, bizarrement, il y a des gens qui se réveillent, tu vois, qu'ils likent rien, mais ça, ils likent, qu'est-ce qui se passe? Donc, je le garde en tête, je me dis, bon, bah tiens, un jour, je le referai, peut-être dans un mois. Donc, voilà, je l'ai refait une fois, 2 fois, puis après, tu te dis, bon, bah en story, tiens, comme par hasard, je montre une recette, il n'y a que ceux qui vont la refaire et qui, du coup, ont des questions techniques à poser qui vont s'exprimer, mais ça reste une minorité, même si j'ai la chance d'avoir des abonnés qui refont vraiment mes recettes. Et dès l'instant que je vais partager mes chats, oh trop mignonne, nanana, oh puis moi regarde, et on voit des photos de chats aussi, regarde moi elle ressemble au mien et tout, oh ta fontaine tu l'as eu où, tu vois. Et là je dis à mon agent, je dis les gens me demandent où est-ce que j'ai acheté ma fontaine à chat. Donc c'est vrai que là on peut faire des collabs avec aussi des marques pour les chats, et du coup et d'ailleurs on s'en est rendu compte parce qu'une fois il y a une petite créatrice qui m'envoie un donut en tricot. Ouais, en crochet, où dedans, en fait, elle avait glissé de l'herbe à chat, tu vois. Et elle me dit, oh, je peux t'envoyer un petit cadeau, c'est pour Cookie et tout. C'est tout, très bien, je lui dis, il n'y a pas de souci. Et là, du coup, je donne à Cookie, je prends donc Cookie, mon chat, et je prends des vidéos. Elle kiffe sa race, vraiment. Genre, elle est là avec le donut, elle met son petit nez dedans. Et les gens, en fait, je pense qu'elle a été la meilleure égérie possible pour ce produit. Et en fait, la meuf s'est fait défoncer de commandes. Genre, c'était juste un petit passe-temps pour elle. Elle s'est pris des centaines de commandes. Elle a eu du mal. Vraiment, elle a mis des mois et des mois avant d'honorer toutes ces commandes. Et je me suis dit, waouh, mon chat peut vendre aussi. Enfin, tu sais, sans vouloir faire la meuf qui cherche l'argent, tu vois. Mais je me suis dit, mon chat peut faire, c'est incroyable. Et donc, c'est là où tu te dis, donc déjà, il y a des trucs qui se débloquent dans tes perspectives. Tu te dis, ah, ça, en fait, on pourrait aller sur ce terrain-là. Le but, c'est pas fourguer des produits aux gens, mais juste de se dire, bah oui, tiens, en fait, moi, ça fait des années que j'utilise cette gamelle ou ce truc-là. Si un jour la marque a envie de me sponsoriser, bah tant mieux, en fait, parce que je vais pas changer mes habitudes de consommation, je vais gagner de l'argent, c'est cool. Mais du coup, ouais, Gaëtan disait ça aussi sur le fait que c'est des posts qui fonctionnent plus que mes recettes. Et moi, je suis toujours choquée de ça. Donc, j'en donne un petit peu, je veux pas que mon compte finisse comme ça. Mais aujourd'hui, les posts qui fonctionnent, par exemple sur Instagram, qui ont le mieux fonctionné, c'est les posts où il y a Gaëtan et moi, où il y a notre couple dessus, et ça fait les mêmes statistiques que des jeux concours pour gagner un robot à 600 balles, tu vois. Alors que pour gagner un robot, je peux te dire qu'il y a du monde, tu vois. Et ben dans mes stats, juste après ça, il y a Gaëtan et moi au Nouvel An, ou un truc comme ça, où on est sapés, et je me dis, mais comment c'est possible, quoi? C'est ouf.
Gaëtan et toi, plus Cookie, là, c'est explosion. Et maintenant, parce qu'il a ramené son chat aussi. Ce qui est drôle, c'est que tous les deux, on avait une relation avant, où on a pris un chat avec cette personne, et quand on s'est séparés, tous les deux, on a gardé le chat. Pas forcément par choix, ça dépend l'un et l'autre. Et du coup, on s'est connus, on dit, bah moi j'ai un chat, bah moi aussi, on espère qu'ils vont bien s'entendre. Famille recomposée, je dis toujours ça, on a une famille recomposée, mais elles sont complètement différentes, mais elles sont devenues ultra copines alors qu'elles n'ont jamais connu de chat avant. Et du coup, les gens adorent, quoi, parce qu'ils ont suivi l'acclimatation et tout. Puis moi, son chat, maintenant, on dirait que ça a toujours été mon chat, elle est tout le temps sur moi et tout. Donc les gens, voilà, toujours petits commentaires, c'est dingue, vous direz pas que c'est pas ton chat. Et ça crée, voilà, une petite famille, petite histoire. Et véridique, hein, quand ça fait une semaine que j'ai pas fait une story avec les chats, on m'envoie un message en me disant, est-ce que les chats vont bien? Pire, quand j'ai dit qu'on s'était fait cambrioler, truc de fou, le message que j'ai reçu à 90%, c'est est-ce que les chats vont bien? Et ça, c'est incroyable parce que déjà, moi, je suis rentrée, j'ai cherché mon ordi, j'ai cherché, tu vois. Bon, ok, les chats, mais tu sais, ils étaient. Les chats étaient. On les a vus, on a ouvert la porte, ils étaient là, tu vois. Donc, je me suis pas dit, oh, est-ce que ça va, t'es traumatisée? Je leur ai pas fait une thérapie, tu vois. Sur le coup, j'ai cherché mes objets, évidemment. Et en fait, déjà, ils m'ont ramené un peu à la réalité. Les gens, ils me disent, est-ce que les chats vont bien? Je me suis dit, bah ouais, en fait, les chats vont bien, c'est génial et tout. Mais je me suis sortie, mais quelle bienveillance, quoi. C'est-à-dire qu'ils connaissent ma vie au point où ils savent que j'ai des chats. Et quand je leur dis ça, ils sont bienveillants comme quelqu'un de ma famille ou de mon entourage. Et eux, au lieu de me dire, tu t'es pas fait voler grand-chose, ils m'ont dit, est-ce que tes chats vont bien? Et ça m'a touchée, tu vois. Et du coup, ils m'ont mis une petite claque, tu vois, une petite leçon en mode, meuf, toi, t'as cherché ton ordi. Donc c'est cool aussi, ça fait des leçons, les réseaux, c'est bien. Très belle histoire. Tu veux en piocher une dernière? Allez. Une dernière. Ton temps d'écran. Ah, faut que je check mon tel alors. Est-ce que je peux avoir non. Ça peut être ton temps. Ouais. Je sais pas. Je l'ai pas en tête du tout. Donc, tu passes beaucoup de temps sur ton tel? Ouais, Tu te dis que c'est une veille professionnelle. Ouais. Je me culpabilise pas trop sur ça. Parce que c'est vrai que je vais passer du temps, même tu vois, quand tu vas poster un truc, bah, c'est toujours 15 minutes par-ci, par-là, qui ont pas du tout de divertissement, mais juste pour poster, transférer des rushs ou ce genre de trucs, répondre énormément aux gens. Ça prend beaucoup de temps aussi. Mais là, ça dit moyenne quotidienne. Et vous avez une fourchette, voir de ce qui est beaucoup ou pas? Les gens normaux sont entre 30 et 45 minutes par jour. Non, je rigole. Wow. Non, je pense en moyenne, c'est dans les 3 heures. Ouais, comme ça. Moi, je suis à 4 heures en ce moment. J'ai regardé il y a pas longtemps. Moi, je suis peut-être un peu plus. Moi, je suis à 7h37. Ah oui. Ouais. Temps éveillé, 8 heures. Temps d'écran, 7h37. Waouh. Attends, on peut voir... Alors, c'est marrant. Ok, je vais vous dire les top applis, peut-être. Google Drive. Non. Appareil photo. Donc, Okay. je pense que c'est pour le tournage. Bah oui. Donc, je pense que ça biaise un peu ma stat. Ensuite, c'est photo. Donc, je pense, je sais pas, quand je vais chercher les rushs ou genre de trucs pour les montages. TikTok. Mais étrangement, on est bien sur une moyenne journalière, ouais. TikTok, 44 minutes. Instagram, 17. Ah non, c'est aujourd'hui, ça. Ok. Forcément, la journée n'est pas finie. Ils font pas des moyennes, des fois, jour, semaine? Ok, ouais. Mais c'est beaucoup quand même. Instagram, TikTok, photo. Pour le rappeler et aussi rappeler un peu ce qui se passe dans les coulisses, toi, tu filmes au téléphone. On pourrait penser que tu as un setup super élaboré, mais... Il est super élaboré. Oui, quand même. C'est vrai. Il a pas toujours été comme ça, mais dès que j'ai pu m'offrir un peu plus de matériel compact surtout. Avant, j'avais les grosses C-Lite comme ça. Du coup, je devais... Qu'est-ce que c'est? Ah mince, c'est les trucs des câbles. Les os. Je devais toujours ouvrir, fermer, ranger. C'était visser l'ampoule à l'intérieur et tout. Que là, du coup, j'ai le luxe de pouvoir les laisser. Elles prennent pas trop de place et tout. Mais oui, je filme au téléphone. Et est-ce que vous voulez que je vous raconte cette anecdote? Évidemment. On adore les anecdotes. Ah oui, l'anecdote. Bah oui. Oui, mais oui, j'avais oublié. T'as oublié? Mais je me suis dit, il me tend la perche et mais tout. Oui, t'as raison. Mais ouais, alors en fait, pareil, dès que j'ai pu m'offrir un appareil photo, je me suis acheté un super beau Sony, je dirais dans les 3 000 €, quelque chose comme ça.
où je me suis dit, là, c'est bon, je pourrais faire des vidéos de ouf. Bon, il n'y a plus qu'à apprendre à s'en servir et à faire des vidéos de ouf. Mais au moins, j'ai le matériel. Dans mon parcours d'entrepreneuriat, j'ai été incubée dans un incubateur d'entreprise. Et à un moment donné, j'ai rencontré une personne qui m'a dit ce qu'elle faisait dans la vie. Et elle m'a dit, moi, je fais des études émotionnelles. Elle m'a convaincue d'en faire une, en gros, je vous la fais courte. Et on a eu la chance aussi d'être financé par la région parce que ça coûte très cher. Genre, c'était peut-être, je dirais, 10-15 000 euros, quelque chose comme ça. Donc, on n'avait pas les reins du tout pour se payer ça. Et cette étude émotionnelle, en fait, on posait des patchs, des capteurs cardiaques sur les bras des gens. Et en fait, c'est une technologie qui analysait, tu vois, quand ton cœur il bat, t'as des pics, des plats. Et en fait, eux, ils prenaient le plat où normalement il n'y a rien et ils arrivaient à creuser suffisamment profond pour dire, en fait, dans ces plats, on arrive à voir des soubresauts pour analyser à quel moment il y a des émotions qui sont ressenties. Et donc, le seul souci, c'est que on ne sait pas si l'émotion elle est positive ou négative. Donc, il faudra interroger les gens pour savoir si ce qu'ils ont vu, parce que du coup, j'ai oublié de préciser, mais évidemment, on leur a montré des vidéos de recettes. Et moi, j'avais fait ma petite liste avec des recettes à moi, des recettes de concurrents, on va dire, de personnes qui faisaient des vidéos de recettes, avec un peu de tout, à la fois des vidéos très quali où je me disais, le jour où j'arrive à faire ça, je suis une king et tout, c'est vraiment vers ça que je veux tendre. Et des vidéos que je considérais comme très dégueulasses, vraiment, où je me disais, faudrait pas que je tombe aussi bas un jour, parce que vraiment, j'aurais pas honte de poster ça, mais clairement, c'est pas quali du tout. Et on a mis un peu de tout, et on a analysé vraiment les réactions des gens, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on voulait pas simplement des gens qui disent vidéo 1, oui, j'ai aimé, non, j'ai pas aimé. Pourquoi ? Parce que j'aime bien le chocolat. Merci, moi, je paye pas 15 000 euros pour savoir ça, quoi, tu vois. Mais du coup, ça nous permettait en fait d'avoir des moments où il y avait des intensités d'émotions. C'était pile corrélé sur une seconde de la vidéo et du coup, on voyait si c'était parce qu'on a travaillé le chocolat comme ça ou genre de choses. Et en fait, on voulait trouver des secrets, tu vois, de se dire pourquoi une vidéo marche et pourquoi elle ne marche pas. C'était vraiment ça l'objectif. Mais on nous oblige quand même à faire des petits entretiens. On nous dit, des fois les pics d'émotion, ça peut être parce que la personne elle est allergique. Donc il faudra vraiment poser des questions pour être sûr d'analyser et interpréter les résultats correctement. Et donc dans ces questions qu'on pose, assez protocolaires, il y a une vérification sur le taux d'attention et de rétention des informations. Donc première question, on demande aux gens, vous pouvez me réexpliquer la recette numéro tant. Et donc, ils disent, ouais, ok, alors j'ai vu ça, et on essaie de voir à quel point ça les a marqués, tu vois. Et après, on leur demande quand même, ça vous a plu ou pas, voilà, voir ce qu'ils en disent. Et là, on se rend compte que les vidéos que j'avais analysées, ou en tout cas identifiées comme très qualitatives, aucune rétention de l'information. Les gens se souviennent plus, vraiment, la recette la plus quali que j'avais mis, je dirais, il y avait 4 ingrédients, dont des coquillettes et autre chose. Ils se souvenaient même plus avec quoi ça avait été cuisiné, les coquillettes, tu vois. Donc je me dis ok, et tu sais, j'étais presque vénère en disant mais souvenez-vous, il y avait ça dedans, tu vois, vous pouvez pas vous en rappeler, elle était vraiment belle, tu vois. Et à côté de ça, les vidéos dégueu, en mode ça j'ai vraiment adoré, la poule au pot là, c'était vraiment, il y avait quoi dedans ? Il y avait genre 12 ingrédients, il t'en ressortait 11 quoi. Et je dis mais qu'est-ce qui tu sais, je me dis pourquoi vous vous souvenez de ça, c'est pas possible. Donc j'essaie de creuser, ils me disent mais parce que, et là en fait ils m'expliquent très simplement, ils me disent mais parce que celle-là mais c'est pas comme ça chez nous, là, on dirait une pub, ça. L'autre, il y en avait partout, bordel, farine à côté et tout. Il dit, là, ça ressemble à chez moi. Là, je m'identifie. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le problème. Moi, je cherche à faire le truc le plus léché, le plus carré possible. Et donc, en fait, à ce moment-là, je suis piquée, tu vois. Je viens de m'acheter un appareil à 3 000 euros. Je lui dis, ouais, puisque c'est ça, je vais faire mes tournages à l'iPhone, à mon téléphone. Et du coup, je le fais vraiment. Je le fais, j'achète une petite perche à 10 balles sur Amazon pour mettre ça comme ça, et puis voilà. Et là, en fait, ça fonctionne. Ou en tout cas, les performances sont pas moindres. Je me dis, ok, ça prend moins de temps. Mon setup était beaucoup plus léger comme ça, plus facile de cadrer correctement, etc. Et à partir de là, j'ai jamais quitté mon téléphone. Et au début, j'en avais qu'un seul sur la vue du dessus. Puis j'en ai rajouté un deuxième en face pour qu'on puisse compléter un peu, on va dire, l'orientation et tu vois, la plongée de la vue. Et que les gens me voient aussi, moi, pâtisser, parce que j'avais compris aussi que c'était bien s'ils me voyaient, moi, mon visage et tout. Donc ouais, maintenant, je suis au téléphone. Et c'était peut-être un peu précurseur au moment où j'ai fait ça. Mais aujourd'hui, tu prends TikTok et tout, il n'y a pas besoin de plus, en fait. Mais moi, j'ai dépensé 10 000 euros de budget de la région pour le savoir, du coup. Merci la région. Je
trouve ça ouf, cette analyse émotionnelle, c'est comme ça que t'appelles. Je me demande s'il y a déjà un autre créateur ou youtubeur, ou même YouTube, même les plateformes qui ont fait l'analyse de... Enfin, je me dis, on pourrait faire un truc de fou, quoi. Tu montres 2 clips similaires et t'analyses les résultats. C'est quoi, c'est au niveau des battements de cœur? Enfin, c'est exceptionnel. Ouais, t'as tout un rapport, en fait, vraiment, qui t'est remis sur... et c'est vraiment sur... t'as la timeline de la vidéo, donc tu vois pile ce qui s'est passé, à quel endroit, et puis en fonction de ce que la personne te dit, tu te mets des petites annotations en disant, bon, ça, on le prend pas en compte, c'est parce qu'il aime pas ça, mais sur d'autres trucs, tu te dis, waouh, ok, l'image là, ça a généré quelque chose, et ce qui est dingue, c'est que c'est que des choses non perceptibles par la personne. Parce que franchement, du contenu, sauf quand tu vois un film ou quoi, où vraiment ça te touche, des contenus, t'es capable à la fin de dire j'ai aimé, j'ai pas aimé, mais pour te dire, ah oui, parce qu'à telle seconde, quand il a haussé le sourcil, ça m'a fait ça, tu vois. Tu t'es pas capable d'analyser toi-même. Donc là, on arrivait à mettre le doigt sur des choses que les gens n'auraient jamais pu nous raconter, en fait. Donc c'était très cool, ouais. J'ai l'impression que c'est une anecdote que pourrait nous raconter genre MrBeast ou un énorme youtubeur américain de type ouais, j'ai poussé le truc tellement loin que j'ai été voir les résultats vraiment littéralement dans ton corps ce que ça crée, quoi. Et d'ailleurs, au passage, tu vois qui c'est MrBeast? Oui, bien sûr, ouais. Il disait que lui, il s'interdit de filmer en plus de 1080p. Ok. En disant je veux que ça reste presque naturel et presque de dire en fait ouais, alors il filme peut-être pas l'iPhone, mais en tout cas tu pourrais te dire que c'est filmé à l'iPhone, etc., quoi. Il veut pas avoir des images, t'as l'impression d'allumer une extraordinaire. télé, Ouais, voilà. 4K, bah tu vois, c'est dans le même esprit, en fait, c'est ça. Mais c'est hyper... ça permet de dédramatiser un petit peu quand... déjà, quand j'ai su ça, je me suis dit... ça m'a facilité les choses. Parce que dans mes tournages, si j'avais un peu de farine sur le côté, bah tu sais, je me disais, non, c'est plutôt pas mal. Je me disais, ok, les gens vont être rassurés. Parce que des fois, quand je faisais trop carré, eh ben, on me l'avait déjà dit ça. Ah, mais chez moi, comment tu fais pour pas en mettre partout? Bah, en fait, j'en mets partout. C'est juste qu'entre chaque rush, bah, je nettoie, tu vois, pour que ce soit léché. Mais en fait, je me dis, c'est bête parce que je me tue, pas à la tâche, mais je me fais chier à faire ça. Alors qu'en fait, c'est pas ce que les gens veulent. Et je trouve que quand tu fais du contenu, des fois, t'es pris dans tes, on va dire, dans tes croyances et dans il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit machin, et t'oublies en fait de simplement te dire qu'est-ce que veulent voir les gens, tout simplement. Et c'est vrai que moi, j'aime pas quand je vois des gens qui font genre ils ont la famille parfaite. Donc finalement, pourquoi des gens apprécieraient voir mon travail parfait alors que c'est pas vrai? Tu vois, ça doit les culpabiliser de se dire putain, mais moi quand je fais de la pâtisserie, il y en a partout, comment tu fais? Bah c'est pas comment je fais, c'est qu'en fait je vous mens, tu vois. Donc finalement c'est très logique, mais on oublie, on essaye d'avoir tout parfait, tout lisse, tout propre, de faire genre tout se passe bien, alors qu'en fait les gens ils veulent de l'authenticité, sinon ils arrivent pas du tout à s'identifier et à se dire chez moi ça va marcher. Ouais, c'est même rassurant quand on reproduit tes recettes de dire bon bah moi aussi j'ai de la farine partout, mais c'est pas grave parce que même Lorraine elle a de la farine partout. Absolument, voilà. Intéressant. Je crois que ça fait 2 heures qu'on s'est lancé dans cette conversation. C'était hyper intéressant en tout cas. Je sais pas si t'as des sujets qu'on n'a pas abordés que tu voudrais aborder. Non, pas forcément. Non, okay. Je sais pas si c'était intéressant pour vous. C'était super intéressant. Non, franchement, vous dites ça à tout le monde, ouais. Non, franchement, c'était super intéressant. En plus, on avait déjà eu l'occasion d'échanger. On connaissait un petit bout de ton histoire, mais c'était vraiment cool de creuser ça. Merci à toi encore de nous avoir accueillis. Je redis encore une fois, j'en ai mangé 3-4 pendant l'épisode. Les moelleux au chocolat étaient exceptionnels. Merci aussi à ceux qui nous ont écoutés, qui sont encore là après 2 heures d'écoute. Si on peut. Il n'y a pas de cut du tout, vous laissez comme ça? Il y aura peut-être un petit peu de cut, mais il y aura, je pense, si c'est pas 2 heures, au moins une bonne heure et demie d'épisode. Donc merci à eux. Si on peut abuser de leur générosité, on peut leur demander de laisser un avis sur la plateforme de podcast favorite ou un petit commentaire sur YouTube. Ça nous fera très plaisir. Un dernier mot, Armand? Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci Gaëtan, merci Lorraine. Et merci pour les gâteaux qui sont délicieux. Avec plaisir. J'espère que je vous ai régalé. Comme d'habitude. Ouais. Merci beaucoup Lorraine. Merci aussi Gaëtan.